qu'est-ce que tu penses déjà de cette rencontre, de ce cadre? Donc ils sont à Roland Garros, les amis. Hein. Très sincèrement, j'ai été étonné de voir la France insoumise. Enfin, parce que, vas-y, dis-moi toi ce que tu penses de ce débat-là et du cadre. Il manque le PS, je sais pas si vous avez remarqué, ce qui est surprenant. Mais c'est historique. Ils ont été invités parce qu'on le sait à un moment donné, ils le disent, ils ont invité Olivier Faure et Édouard Philippe qui ne pouvaient pas parce qu'ils sont dans leur université de rentrée et ils ont malheureusement décliné. Déjà, le simple fait que ça existe, moi je dis quelques axes de lecture. Je pense qu'il y a une petite ambiance unité nationale. C'est-à-dire, vous voyez la situation internationale qui est en train de s'accélérer. Et il y a des tendances à l'affrontement entre grandes puissances, il y a guerre commerciale, protectionnisme, les guerres, Ukraine, Palestine, vous voyez tout ça. Et tout ça accélère les tendances à l'unité nationale. Il faut en fait être fort. Et vous allez voir dans le débat, après on va débrief, mais il y a cette ambiance-là. Je veux dire, voilà, il y a les Américains d'un côté, il y a les Chinois de l'autre, et nous, quoi? Et nous, avec notre dette, notre industrie qui va mal, etc. Ça, c'est l'ambiance du débat, que ce soit à gauche ou à droite, hein, c'est-à-dire après chacun, pour moi, franchement, après je vous dis même comment je l'ai vécu personnellement quand j'ai regardé quelques extraits, j'ai vraiment l'impression que tu as les puissants du pays qui regardent les autres et que les autres ils sont tous en train de dire c'est moi qui suis le mieux pour les patrons, c'est moi qui suis le plus favorable aux dirigeants d'entreprise, et ça, chacun après avec programme de gauche, de droite et tout ça, mais c'est vraiment ça, genre jusqu'à le plus à gauche que c'est Bompard, vous allez voir que c'est comme ça l'ambiance. Et c'est important pour la suite, parce que c'est lié à tout ce qu'on a dit avant. Et j'ai trouvé Roussel, moi personnellement, je trouve que Roussel est plus à gauche que Bompard. Je trouve que Roussel... Sur certaines questions, on va voir. Les travailleurs, les salaires, le temps de travail, etc. Vous allez voir que le bonheur, je veux pas spoiler, mais là on va pas spoiler. Ouais, bon vas-y, je dis vite fait un truc. Moi je trouve que ça m'insupporte les amis, le nom du MEDEF, Mouvement des entreprises de France. Ça un jour on en parlera, mais c'est une parade incroyable. Il n'y a pas le patronat, vous allez remarquer, ils ont réussi à faire en sorte qu'en fait on les appelle les entreprises. Les entreprises, les amis, qui peut être contre l'entreprise? Personne peut être contre l'entreprise en fait. Mais parce qu'une entreprise en fait, elle est constituée de nous. Mais eux se sont arrogés l'exclusivité du terme, c'est-à-dire qu'en fait, toi, t'es contre l'entreprise, t'es contre le fait qu'on avance, qu'on paye des salaires, qu'on embauche, etc. C'est ça. Non, le MEDEF, c'est le mouvement des patrons de France. Ce sont les patrons. Et vous allez voir qu'à un moment donné, moi, je suis en opposition avec Bompard. C'est que Bompard, il leur parle en entreprise. Il leur dit, vous, les entreprises. Non, c'est quoi les entreprises? Entreprises, c'est qui? C'est qui? Tu crois que c'est des entreprises? C'est pas des entreprises, c'est des patrons d'entreprises. C'est pas des entreprises. Ils font rien. Ils balayent pas. Ils conduisent pas un Renault Trafic. Ils conduisent rien. Arrête de leur dire vous les entreprises, vous avez besoin. Et je trouve que c'est une des escroqueries. C'est les trucs de la neuve langue comme les collaborateurs. Je pense qu'avec collaborateurs, ce terme-là, d'essayer d'effacer le mot patron en remplaçant par les entreprises, je trouve que c'est une parade de dingue. Ça, c'est pour l'aspect déjà sur le MEDEF. Après, vraiment, moi, je ne vois même pas l'utilité, sinon le fait de montrer, comme le discours de Mélenchon, « Eh oh, la grande bourgeoisie là-bas, on a quand même des solutions pour vous qui sont des solutions plus favorables que les barricades et que les gauchistes et que les gens qui veulent le communisme et un État sans classe et sans oppression et sans machin, d'accord ? Nous, on a quand même des solutions pour vous. » Et ça montre qu'en fait, quand tu viens là-dedans, dans ce cadre, à Roland-Garros, devant les patrons du MEDEF, et les amis, les patrons du MEDEF, c'est pas la boulangerie du coin, c'est les patrons de grandes entreprises, en fait, millionnaires, milliardaires, etc., de gens qui font de l'évasion fiscale, des gens qui font partie des 500 familles les plus riches de France, qui ont des captations d'argent qui sont phénoménales. Je veux dire, c'est la famille Mullier, c'est Bompard de Carrefour, etc., etc. Qu'est-ce que tu viens faire devant eux? Tu crois ils ont quoi, en fait, à écouter de toi? Tu crois que t'as quoi à leur apprendre? T'as quoi à donner à manger au patron? Et je trouve que il y va, tout en sachant que de toute façon, il va se faire huer et qu'il va pas se faire applaudir, etc. Mais il y va parce qu'il faut
faire partie du jeu institutionnel. Il faut se faire être respecté. Et il faut rentrer dans la cour des respectables. Ça, c'est primordial. D'accord ? Et c'est assez fou, moi, je trouve que ça dit quelque chose dans une séquence, les amis, où les gens, ils disent qu'ils n'en peuvent plus, qu'il y a plus de 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, que les gens, on est en train de leur annoncer qu'on va supprimer 2 jours fériés, qu'on va attaquer la sécurité sociale, alors qu'on a déjà attaqué la sécu à travers les retraites, le chômage, etc. Venir fin août dans une université des patrons pour aller discuter et expliquer son programme pour la relance économique des patrons, alors que c'est le patronat de ce pays-là qui te plonge dans la misère et la pauvreté. C'est ce patronat qui refuse d'augmenter, qui fait la plus grosse captation des richesses, etc., qui licencie, qui réprime, qui a réprimé plus de 1000 syndicalistes de la CGT, qui a licencié des centaines et des centaines de syndicalistes après la bataille de la réforme des retraites. Toi, dans ce moment-là, en tant qu'insoumis, tu trouves le temps d'y aller à Roland-Garros pour te faire huer, alors que les gens derrière, ils sont en train de te dire, wesh frère, ils veulent nous attaquer 2 jours fériés, et toi, tu vas leur dire, moi, je vais te augmenter ton carnet de commandes. Bref, je spoil pas plus, mais je trouve ça incroyable. Alors, le communiste Roussel, le communiste des guignols de l'info, désolé Marx, désolé à Karl Marx, qui a dû être déterré 300 fois. Désolé, quelqu'un qui a passé sa vie à lutter contre ce système, contre la bourgeoisie, qui a lutté pour le communisme, voire quelqu'un qui utilise le terme communiste pour venir cirer les pompes du patronat français. Vraiment, c'est terrible, quoi. C'est terrible. Allez, c'est parti. Le poids politique de cette rencontre, mais je vais être tout à fait honnête, je n'avais pas imaginé que ce serait aussi aigu, je mets en 1,25, aussi vital, j'allais dire, évidemment, dans le contexte actuel. Bonsoir, Jordan Bardella, Bruno Retailleau, Gabriel Attal, Marine Tondelier, Fabien Roussel, Emmanuel Bompard. Vous êtes le président du Rassemblement National, le président des LR, le secrétaire général de Renaissance, la secrétaire nationale des écologistes, le secrétaire national du Parti communiste français et le coordinateur de la France insoumise. La France peut-elle rester dans le jeu ? Voilà le thème du débat ce soir. Alors d'abord, nos règles du jeu, et elles ont été édictées en accord avec chacun de vous. Vous avez accepté de débattre ensemble de l'avenir économique de la France face aux chefs d'entreprise français, ici à Roland-Garros, et face aux téléspectateurs, puisque nous sommes également diffusés en direct sur BFM TV. Vous commencerez chacun par exposer votre diagnostic, vos solutions. L'avenir économique de la France, il commence tout de suite. François Bayrou était là il y a peu de temps et il l'a redit. Pour lui, la France est en danger. Tout le monde, je crois, a conscience de la crise politique, démocratique, économique à laquelle on fait face. Je rassure, on va pas tout regarder, les amis. Ne vous inquiétez pas. Ou le chaos. Et c'est au fond la question on n'est pas non plus des galériens. Vous êtes 2 ici, et seulement 2, à avoir déjà dit que vous voteriez cette confiance, Gabriel Attal et Bruno Retailleau. Les 4 autres, vous l'avez déjà annoncé, vous ne voterez pas cette confiance. Alors la première question, c'est tout simplement de savoir si vous n'avez pas l'impression, les uns et les autres, de faire basculer le bateau. Il y a la position de LFI, comme tu as dit au début, tu sais, c'est plus intéressant parce que c'est l'organisation plus à gauche. Bon, les autres, on sait déjà ce qu'ils disent. En fait, il y a un débat sur la politique de l'offre ou pas la politique de l'offre. Et bon, c'est le LFI qui est plus conséquent sur la politique de l'offre. Et les autres, ils répètent un peu tous la même chose. Donc, je sais pas. Bon, on regarde vite fait les gauchos. Allez, on va commencer à Roussel. Moi, je vous propose qu'on regarde Roussel. Retailleau, il est intéressant aussi. Parce que Retailleau, je l'ai trouvé ultra offensif. Bon, je vous propose, pour trancher les amis, on regarde les gauchos, d'accord ? On regarde PC et LFI. C'est ça qui nous intéresse de toute façon. Enfin, il n'y a pas grand-chose à dire sur le rassemblement. Cette décision que vous avez prise de ne pas voter la confiance, elle est cohérente. Mais dans le contexte actuel, est-ce que vous acceptez cette alternative ? Est-ce que c'est en effet la confiance ou le chaos ? Mais on ne peut pas réduire la situation de notre pays à la confiance ou le chaos. Parce que c'est pas comme ça que ça se pose. La France est un beau pays. La France a plein d'atouts. La France a plein de richesses, plein de talents, plein d'énergie. Or, année après année, politique après politique, gouvernement après gouvernement, on voit la France s'enfoncer dans la crise. Alors que les défis face à nous sont immenses. La guerre est en Europe. On a un président et une administration américaine dure avec le continent européen. On a besoin d'une France forte, une France unie, une France prête à affronter toutes ces situations. Mais si elle se retrouve sans Premier ministre, mais on a face à nous un gouvernement, des gouvernements
qui nous affaiblissent. S'il dit pas Qui France affaiblissent 20 notre fois pays. dans la phrase, il meurt, hein, vous savez. Fabien Roussel, c'est comme ça. Insupportable. C'est insupportable. Il dit France 27 fois. En plus, ça veut rien dire. L'union de la France, c'est quoi l'union de la... Déjà, tu sais même pas en fait pourquoi il se revendique communiste. C'est quoi communiste pour lui? J'aimerais bien lui demander c'est quoi sa définition du communisme. Lui, il est pour l'union de la France. Il est beaucoup plus français que communiste. Hein. Oui, ça c'est clair. Il est beaucoup plus français que communiste. Mais c'est insupportable en fait. Et il y a un truc, je sais pas si t'as remarqué, c'est que en fait l'ennemi, il est à l'extérieur. C'est-à-dire que l'unité, elle doit se faire entre les patrons et les travailleurs. C'est-à-dire que les mecs qui sont en face de lui, parce que vous allez voir que toute la scénographie, elle est celle-là. Elle est que les mecs qui sont en face d'eux, c'est un niveau, c'est le cours Florent, les amis. Il y a que des chiens en face de nous, mais on fait comme si c'était nos meilleurs amis. En fait, on leur dit jamais qu'ils font de l'évasion fiscale. On leur dit rien. Ah, et à un moment donné, vous allez voir, on parle un peu du CICE, mais gentiment. En plus, en donnant un petit chiffre et pas le vrai chiffre. Mais soit, on est là pour discuter avec les nouveaux amis qu'on a en face de nous. C'est incroyable. Et vous allez voir, tous les ennemis, c'est pas le patronat français. Hein. L'ennemi, il est pas, comme disait Karl Liebknecht, l'ennemi est dans ton propre pays. C'était Liebknecht ou... oui, c'est Liebknecht qui dit ça. C'est pas Lénine. Non, ouais, on est au bord du c'est ça. déclassement. Et on a des Français, des concitoyens, des salariés qui sont épuisés, des chefs d'entreprise, eux-mêmes, qui n'ont pas de lisibilité sur les années qui viennent. Et à un moment donné, on ne peut plus avancer dans ces conditions-là. On a besoin justement d'avoir un cap nouveau et de sortir. T'es là dans Roland Garros, regardez-moi ça mec, le cours central, ici il y avait à la place de Nadal et de Djokovic, t'es en train de leur expliquer que les entreprises, les pauvres, vous avez pas de visibilité, à quel point vous souffrez quand vous arrivez à la boulangerie et que vous êtes en train de chercher si vous avez les 10 centimes qui vous manquent pour vous acheter une baguette. Moi je vais vous expliquer comment on va vous donner de la visibilité. Des dogmes dans lesquels notre pays est enfoncé depuis des années, donc et donc de sortir des politiques qui ont creusé le déficit, qui ont abîmé nos services publics, qui ont désindustrialisé la France, qui nous ont fait perdre nos atouts, y compris en matière énergétique. On a besoin d'une France forte et d'un État stratège, qui intervient, qui planifie, qui donne confiance. C'est notre combat, et c'est la raison pour laquelle, moi, la question, c'est pas de savoir si Monsieur Bayrou doit rester à la tête du gouvernement. Il y en a certains sont obsédés par les élections. Moi, je suis obsédé par une idée, c'est de retrouver une France qui a un cap et surtout d'avoir un changement de politique. C'est ce à quoi nous appelons, et c'est pour ça que nous présentons un pacte d'avenir pour la France avec des propositions. On va en reparler après. Mais ce qui est... Les amis dans le chat, je vais vous mettre un petit tac, les amis. Dans le chat, vous depuis tout à l'heure, moi j'adore, hein, si ça avance, ça me va très bien. Mais les amis... Beaucoup disent « Oh, c'est ouf. Oh là là, Mélenchon. Oh là là, qu'est-ce qu'il dit? Oh là là là. » Mais les amis, je vous invite à garder cette stabilité politique et cette lecture jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas flipper au moment des élections. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas être pris d'amnésie. D'accord? C'est important ce qu'on regarde là. Moi, je trouve que c'est méga important d'écouter avec des oreilles différentes. D'accord? Parce qu'on débriefe en même temps, on réacte ça. Mais les amis, ces gens-là, il y a 8 mois en arrière, on t'a expliqué que si tu votais pas pour le PC et le machin, t'étais un accélérationniste. T'étais pour Hitler, mec. Toi, t'étais pour Hitler. Toi, le révolutionnaire, t'étais un fasciste, mec. Parce que t'étais pas pour voter pour François Hollande et pour le nationalisme, je sais pas quoi, de la merguez. Et donc les amis, je vous invite de grâce, parce que ça va réarriver. Bardella, il n'a pas prévu de mourir. Marine Le Pen n'a pas prévu de mourir. Donc ils seront là en 2027 et ils peuvent gagner en 2027. Et il faut rester solide. Il faut pas dire A-I-O-U, d'accord, toute l'année, A-O-I-O-U, et après, ouais, mais quand même, hein, on n'a pas le choix, parce que c'est le mieux placé, parce que y a pas le choix, hein, faut voter utile, hein, parce que franchement, on sait, il nous douille, mais hein, d'accord. Bref, je vous fais un petit tac amical, mais vous savez très bien la famille, d'accord. Je vous aime, mais je veux juste que quand vous dites, c'est ouf, discours du PS, la prochaine fois qu'on va vous dire NUPES, NFP,
Venez pas dire ah ils ont changé, j'ai vu Olivier Faure, ah oh là là maintenant machin, Marine Tondelier elle a mis une veste verte kaki, elle est plus sympa. Allez c'est reparti. Important pour nous, c'est avoir un changement politique, un cap nouveau pour la France et de trouver le moyen d'être rassemblés. Et vous allez pouvoir débattre aussi justement de cette question du curseur entre libéralisme, étatisme, la question du rôle des entreprises, de la fiscalité, de l'État, des normes. Mais effectivement, Manuel Bompard, est-ce que c'est le chaos ou la confiance ? Bonjour, d'abord je veux remercier Patrick Martin et le MEDEF d'avoir organisé cet échange. Vous le savez, c'est pas courant pour la France Insoumise, le coordinateur de la France Insoumise d'être devant vous, mais je crois que dans ce moment politique là, c'est important qu'on puisse se parler avec franchise et présenter les différentes options politiques qui sont sur la table. Moi, je suis là pour vous parler avec franchise. Barakallah Oufik, Martin. Barakallah Oufik, merci. Wallah, il faut qu'on parle ensemble. Vous souffrez, on souffre. Faut qu'on... C'est bien d'avoir loué Roland Garros et d'avoir permis cet échange franc et direct. Et t'as vu qu'il a dit, dans ce moment, c'est comme je disais tout à l'heure que dans les moments de crise, c'est là où tu vois plus le vrai visage des organisations politiques et où en fait cette ambiance de unité nationale et tout. Mais regardez que même la France Insoumise, que vous trouvez très à gauche, radicale et tout ça, ils ont cette logique-là. Enfin là, on a débrief les 30 premières secondes où il dit c'est important de discuter tous ensemble et tout. Mais vous allez voir que la suite, il est conséquent avec ça. En plus, on n'a pas parlé de son débat avec Charles Consigny, mais bon, c'est autre chose. Mais après, il dit exactement la même chose qu'il dit avec Consigny. Mais il est quand même content d'être invité. De M. Bayrou, c'est la question de la politique qu'il propose et donc du budget qu'il propose pour cette année. Et la question qui nous est posée, c'est de savoir si le budget que propose M. Bayrou pour cette année est de nature à améliorer la situation de notre pays. M. Bayrou peut dire c'est la confiance ou le chaos, mais les difficultés sociales, économiques, écologiques, démocratiques, internationales, elles sont déjà là aujourd'hui. On a atteint dans notre pays un record historique de pauvreté. Pour la première fois depuis des années et des années, les émissions de gaz à effet de serre repartent à la hausse. Il y a des records dans les faillites des entreprises. Et ça, c'est pas le fait qu'on ne va pas voter la confiance de M. Bayrou qui est responsable de cette situation. Le budget de l'année qui vient de s'écouler, de l'année que nous vivons en ce moment, a déjà réduit à peu près la croissance par 2. Si le budget proposé par M. Bayrou devait voir le jour, il aurait encore des effets récessifs. Moi, je trouve que ce qui est ouf, frère, je sais pas ce que t'en penses, là déjà dans ce que dit Bompard, c'est qu'à aucun moment il cible le patronat. Le problème de la faillite des entreprises, il dit le record de faillite des entreprises, c'est la faute du budget de Bayrou. C'est-à-dire que le patronat n'est pas mis en cause en fait. C'est des gens qui en fait, là lui, il va leur expliquer pourquoi ils ne votent pas le budget pour le bien de ces patrons. En fait, c'est des patrons teubés. C'est pas, en fait, le budget de Bayrou, il est pas composé pour les patrons. Tu vois ? En fait, Bayrou, il n'est pas composé pour eux. Il est contre les patrons Bayrou. C'est pour ça qu'il les attaque jamais. C'est pour ça qu'il fait des réformes uniquement contre les travailleurs. Alors qu'on sait très bien, les amis, que la politique bourgeoise, elle est faite pour les intérêts du patronat, des grandes entreprises, etc. Et c'est faux de faire croire qu'il y a un budget Bayrou. Il n'y a pas de budget Bayrou. Comme il n'y a pas de budget Barnier, en fait. C'est simplement qu'en fait, l'État français, pour aller chercher des capitaux, de l'argent, il va chercher systématiquement dans les acquis sociaux. Et il va systématiquement chercher vers les plus faibles. Parce qu'il considère qu'il ne faut surtout pas toucher les entreprises. C'est pour ça qu'il ne leur impose jamais rien. Et lui, Bompard, c'est le budget pour les nuls. C'est toi, Thierry Martin et machin, je vais vous expliquer que les entreprises, elles font faillite pour le budget de Bayrou et que vous avez pas de visibilité pour le budget de Bayrou. Donc toi, Martin, là, toi qui es le chef, le patron des patrons, toi tu sais pas tu sais pas pourquoi Bayrou il veut supprimer 2 jours fériés, parce qu'il veut supprimer 2 jours fériés pour te niquer ton entreprise. Il veut arrêter de rembourser les malades, les gens atteints d'un cancer, parce qu'il veut te faire tomber ton entreprise, toi, le patron des patrons. C'est pour ça, en fait, qu'il nique les pauvres et les chômeurs, c'est pour niquer ton entreprise. C'est incroyable. Mais en plus, le MEDEF s'est exprimé et il fait semblant de pas s'en rappeler, mais à chaque fois qu'il y a un budget un peu violent, le MEDEF, ils disent génial, mais on voudrait plus. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, Anna, s'ils ont vu dans le chat que... tu sais, bon, le budget Bayrou, c'était débattu, voilà, 40 milliards. Après, il a dit, 44. Ah ouais, on rajoute 4 milliards, machin et tout. Mais vous savez que le MEDEF, ils ont fait une proposition, je crois que c'est sorti aujourd'hui, où ils disent 230 milliards. Donc déjà, t'as capté, tu vois, c'est pas...
Tu vois, le débat dans les bourgeois et dans les patrons, c'est si on fait 40 milliards, 44 ou jusqu'à 230, ou est-ce qu'on va faire un truc entre les deux. C'est pas politique de l'offre ou politique de la demande. Vous allez voir la suite parce que c'est ça qui va développer. Qu'est-ce que tu réponds à Chouka qui nous dit « Ouais, mais là, t'es à la table des requins, faut bien les charmer un peu. » Les gens qui, comme Chouka, Chouka, on t'aime. Et on sait, Chouka, c'est les gens qui prennent une gifle et qui en reprennent une autre et une autre. C'est pas grave, c'est pas grave. Aimons-nous, bordel de merde. Il faut faire une ronde autour de la terre et s'aimer parce que quand même, hein, il est, faut être gentil. Pourquoi faut être sympa? Déjà, pourquoi même t'y vas? Déjà, pourquoi même t'y vas? Je refuse de croire que c'est premier degré. Ouais, je pense que c'est une blague. Je refuse de croire que c'est premier degré, ouais. Bon, Chouka, tu nous diras si c'est premier degré ou pas. J'ai une confiance illimitée dans le chat. Allez, on est reparti? Vas-y. Excessif sur la croissance, et vous le savez comme moi. Parce que dans un pays dans lequel vous avez à peu près 50% de la richesse produite chaque année qui est tirée par la consommation populaire, si votre politique est une politique d'austérité économique, si votre politique est une politique de réduction du pouvoir d'achat des Françaises et des Français, à la fin ça se traduit, y compris pour les chefs d'entreprise, y compris pour les entreprises, par des carnets de commandes qui sont plus faibles, par une consommation populaire qui est plus faible, et donc par des entreprises qui ont des difficultés économiques. Donc moi évidemment que je vais voter contre la confiance de M. Bayrou, et ça sera le cas des parlementaires insoumis, pour une raison simple, c'est qu'il faut changer, mais complètement, radicalement et totalement de logique économique aujourd'hui. On a besoin de faire l'inverse, la politique de l'offre, et pardon, je sais que ce que je vais dire ici peut-être ne vous conviendra pas, mais moi je préfère le dire avec franchise et avec honnêteté. La politique de l'offre qui est à l'œuvre dans ce pays depuis des années et des années montre à quel point elle nous amène aujourd'hui dans le mur. Et M. Bayrou propose de continuer cette politique de l'offre. Moi je pense qu'il faut faire l'inverse, une politique de la relance sociale, de la relance écologique, une politique de reprise des investissements publics, une politique de pouvoir d'achat qui permet ensuite de relancer la machine économique. Là vous êtes en train de développer vos propositions. J'y vais direct parce que je pense que c'est le sujet important. Et donc vous voyez bien que le sujet il peut pas être posé en termes. Moi ce que je pense c'est que la responsabilité c'est précisément d'empêcher le chaos, et pour empêcher le chaos il faut empêcher M. Bayrou de présenter son budget. Bruno Retailleau, Gabriel Attal, vous voterez cette confiance mise. La France peut-elle... Je vais laisser GG expliquer pourquoi cette logique-là. Bompard, juste pour la résumer, en gros, ce que dit Bompard, c'est voilà, plutôt que d'aller chercher et fragiliser les plus précaires, les chômeurs, les travailleurs, etc., vaut mieux avoir une politique en fait où on facilite. En gros, voilà, quand François il gagne 100 € de plus. Bah François, les 100 € de plus, ça permet d'acheter des jouets, ça permet d'acheter des t-shirts Zara, un jean H&M, des baskets Decathlon. Et en gros, toi, la famille Mullier Decathlon, toi, la famille machin, etc. Tous, en vrai, vous avez plus et il y a plus de consommation. En gros, c'est la relance économique de cette manière-là. Pourquoi c'est important de comprendre que c'est une stratégie contre laquelle on est, et je vais laisser GG plus développer, rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi c'est faux aussi, et pourquoi en fait c'est une fausse alternative que généralement le patronat refuse de bout en bout, parce que tu peux être à la table des requins comme on dit et leur faire les yeux doux et essayer de leur faire croire. Le patronat en fait ça ne l'intéresse pas, tes histoires de relance où en gros tu leur dis vaut mieux un peu augmenter les salaires et laisser un peu tranquille les chômeurs, parce que le chômeur il va à la pompe à essence, et le mec qui a des salaires, au lieu d'acheter des paquets de gâteaux à 50 centimes, il finit peut-être par aller au restaurant, etc. Pour le dire grossièrement. Vas-y GG. Ouais, bah ce passage vraiment il est ultra clair. Bon, nous comme on est des militants et qu'on regarde souvent, on avait vu d'autres passages où c'était comme ça, mais c'est pas trop souvent. Et on se disait même avec Paul en regardant. Vous savez, Mélenchon, il a fait, juste après que Bayrou il fait ses annonces là pour le vote de confiance et tout, Mélenchon il a fait une interview à France Inter, je pense, un truc comme ça, et on l'écoutait ensemble avec Paul, et on se disait, Mélenchon ressort le truc du carnet de commandes, de la responsabilité et tout, et c'est vrai que dans les moments plus de crise, plus de responsabilité nationale, etc., il faut essayer d'apparaître comme ça. Ce qui n'est pas évident. Moi, je pense que les gens du chat et tout, ce qui vous saute aux yeux, c'est plutôt l'aspect discours très radical, etc. Parce qu'en plus, c'est une orga. Nous, c'est toujours solidarisé quand ils sont attaqués. Une orga qui est très attaquée sur tout un tas de sujets, notamment sur la Palestine, etc. Mais ça doit pas nous empêcher de voir c'est quoi la stratégie réelle
de la France Insoumise. Et donc des passages comme ça, c'est important. Ce truc du carnet de commandes, pourquoi elle séduit déjà? Parce que il y en a qui disent c'est pas faux. Enfin, on peut comprendre une personne, un travailleur lambda, il se dit moi, relancer le carnet de commandes, ça me permet de travailler, d'avoir un emploi, de pouvoir mieux gagner ma vie. Tu vois, le truc de la consommation, etc., etc. Pourquoi c'est une position aussi difficile? Parce que oui, elle peut séduire aussi d'une certaine manière les travailleurs, tu vois. Est-ce que tu peux expliquer déjà? Ouais, elle est faite pour ça. Elle est faite pour séduire. D'un point de vue politique, elle est faite pour séduire parce qu'elle donne l'impression qu'il est possible d'avoir un grand projet de conciliation de classe et un grand projet qui arrange à la fois les patrons et les ouvriers, parce que dans ce monde merveilleux, en fait, on va augmenter les salaires fortement, du coup la consommation va augmenter et du coup les patrons ils y verront clair, etc. Mais ça c'est nié, ce monde-là il n'existe pas, parce que le capitalisme c'est la concurrence dure entre patrons et entre grandes entreprises et entre pays qui représentent en fait des intérêts capitalistes, etc. Donc ce monde, ce monde, il n'existe pas. Il peut être très conjoncturellement, par exemple, les gens quand ils prônent ce truc de les salaires et le carnet de commandes et tout, ils parlent de Henry Ford et ils présentent déjà une vision biaisée de cette histoire, comme si Henry Ford, patron de Ford, etc. À un moment, il s'est dit, je vais augmenter les salaires pour que mes salariés ils puissent acheter les voitures et comme ça va lancer mes commandes, etc. Mais c'était pas du tout comme ça. Allez voir, tapez sur internet. Là, je l'ai pas fait avant l'émission, mais j'aurais dû pour vous sortir plus précisément. Mais je me rappelle que c'était contraint et forcé, que Henry Ford il a dû penser ces augmentations parce qu'il y avait des luttes qui étaient en train d'augmenter, etc. Et que toujours les bourgeois, c'est toujours comme ça. Face à un truc où ils sont contraints et forcés, ils essayent de voir comment ils essayent de lâcher le moins possible, et surtout ceux qui lâchent, est-ce que ça peut pas leur profiter à eux pendant un temps? Et donc le moyen d'acheter la paix sociale à un moment ça a été ça, et il en a trouvé une justification. Et je pense même que Ford il était très très clair contre le communisme. Je me rappelle pas les citations précises, mais il y avait un truc comme ça, de genre c'est pour freiner. Déjà son soutien à Hitler, il en témoigne. Ford c'est un nazi, ils disent. Ah oui, et donc, il offrait à chaque anniversaire de Hitler, il lui offrait une nouvelle voiture Ford. Tu vois, ça m'était même sorti de la tête, donc j'étais plus sur l'aspect même purement économique. Mais donc ça c'est la première chose. Pour moi déjà le truc du carnet de commandes, quand LFI le dit, déjà c'est un révélateur. Ça veut dire que c'est un révélateur de sa stratégie. Il a une stratégie de convaincre une partie de la bourgeoisie, une partie du grand patronat, que on peut trouver un programme, que déjà on va y arriver pacifiquement, électoralement comme il a dit, on peut trouver un programme sur le plan économique où on va s'entendre. Des fois, je ne sais pas si vous avez vu, mais des fois, quand un journaliste il va jusqu'au bout de la question, il dit, mais attendez, avec tout votre programme là de gauche, social, etc., dans la réalité, dans le vrai monde, les patrons, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fuir, ils vont faire fuite de capitaux, ils vont faire fuite de capitaux, ils vont faire lockout, ils vont fermer des boîtes, etc., ils vont délocaliser. Et face à ça, j'essaierai de vous la retrouver, l'interview. Mélenchon, parce que c'est rare que ça va jusqu'à là, l'interview, mais face à ça, Mélenchon, il répond, quand même, on espère que quelques patrons, ils aient un peu de patriotisme économique, etc. Donc ça veut dire qu'à la fin, ça c'est la fin des fins. Moi, j'ai jamais trouvé que plus loin que ça, le débat stratégique avec Mélenchon. Et donc, à la fin des fins, toute ta stratégie, elle repose sur l'espoir qu'une partie du grand patronat, quand même, il ait des sentiments un petit peu patriotes et nationaux, il veut faire l'unité nationale, et donc voilà, on trouve ce programme tous ensemble. Mais ça marche pas comme ça. En fait, les journalistes, quand ils posent cette question, pour une fois, ils sont conséquents, parce que oui, les patrons, à la moindre chose, c'est-à-dire à la moitié du quart du programme de Mélenchon, ils commencent une lutte de classe ultra dure. Et face à ça, si ta stratégie elle est pas centrée sur le rapport de force, la grève, etc., que tu tolères parce que ça te va, mais qu'elle est centrée sur pacifique, les élections, et puis on espère que les patrons sont patriotes. C'est surtout qu'on dirait qu'ils nient totalement. C'est là où je trouve que c'est assez.
D'où l'importance d'être internationaliste. Et à l'indifférence, je mets une petite réponse rapide à Raphaël Arnaud, qui a expliqué que, en gros, l'internationalisme, c'était d'être touché au cœur par ce qui se passe ailleurs. C'est pas ça l'internationalisme. Être internationaliste, c'est la volonté de lutter, en fait, de construire un état-major à l'échelle internationale, de lutte ensemble, en fait, contre l'ensemble des bourgeoisies. C'est pas juste d'être heureux qu'il y ait grève en Afrique du Sud, ou que je sais pas quoi, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est là où tu vois que c'est problématique d'avoir un logiciel institutionnel et nationaliste, c'est qu'en fait, ils occultent totalement cet affrontement inter-impérialiste qui peut exister, cette guerre commerciale avec Donald Trump, ce qui se passe avec la Russie, etc., qui a des enjeux commerciaux. Et en fait, lui, il explique un peu comme s'il y avait une sorte de bulle, un dôme au-dessus de la France, où en fait, la France, il fallait juste s'entendre à l'intérieur de ce vase-là, entre nous, pour décider que tout aille bien, quoi. En gros, donne un peu plus et à l'inverse, tu vas récupérer un peu plus. Et il nie totalement les enjeux commerciaux, et que la réalité, c'est que le patronat, comme tu l'as dit, c'est aussi de bouffer les petits patrons. S'il y a aussi une guerre interne, en fait, c'est-à-dire qu'il y a une concurrence, en fait, entre les grands trusts, entre les grands capitalistes, les grands patrons d'entreprise qui, en fait, cherchent à amasser le plus de fortune, le plus de richesse possible, et que c'est pas vrai qu'il y a un bloc monolithique de patrons, du boulanger jusqu'à Bernard Arnault, où, en fait, en gros, tous, leur problème, c'est le carnet de commandes et c'est machin. Faut savoir, je donne juste un chiffre, les amis, faut savoir que la quasi-intégralité des PME et TPE de ce pays, d'accord, les très petites entreprises et les entreprises moyennes, elles vivent sur le carnet de commandes des 1000 plus grosses entreprises du monde, d'accord. Ils sont quasiment tous sous-traitants. Ils sont, quand tu cherches au bout de la chaîne, ils sont tous le sous-traitant de Carrefour, tous le sous-traitant de Renault, tous le sous-traitant de Stellantis, etc., de Airbus, etc. Et ils vivent avec des entreprises qui aussi, en fait, du jour au lendemain, parfois pour 20 centimes, 10 centimes moins cher, eh ben, le patron français de je sais pas quelle entreprise, il va préférer aller en Pologne, en Bulgarie, etc., notamment parce que il va voir qu'il a un intérêt à aller délocaliser la production. Pardon, GG, vas-y. Non, et je dis juste un petit truc. De toute façon, même si vous êtes pas obligé d'y connaître ultra profondément en économie, nous, parfois, on parle de keynésianisme parce qu'il y avait un économiste qui s'appelait Keynes qui a plutôt théorisé des programmes qui sont de relance et tout pour aller très vite. Et nous, et le keynésianisme, c'était pour aussi trouver une solution de gauche au capitalisme si seulement c'était possible. Mais même, vous êtes même pas obligé de ça. Regardez juste pour voir à quel point c'est impossible cette solution. Regardez juste le débat et les applaudissements des patrons du MEDEF à Roland-Garros. En fait, tu le vois que il y a les gens de droite dans le débat, ils sont en mode nous la politique de l'offre, on va continuer, il faut quand même alléger, être patron c'est difficile, il faut quand même continuer à balancer des milliards, et t'as tout le monde qui sont à fond, ouais bravo, etc. Et après t'as les gens, ils sont en mode on arrête la politique de l'offre, et c'est mort de chez mort. Et il y a des raisons, il y a une énorme détermination. Regardez, tout à l'heure je vous ai dit le MEDEF ouais, je finis juste une idée. Pardon. Regardez l'énorme détermination du MEDEF, parce que c'est ça qui invalide. Je veux dire, c'est pas on va faire un débat théorique économique là dans ce stream. Regardez juste la détermination du patronat du MEDEF dans une situation de crise. Déjà que ils sont obligés de nous gratter le maximum, de payer le moins possible, de gratter sur les services publics, parce que s'ils le font pas, c'est leurs concurrents qui vont le faire. Concurrent international ou concurrent capitaliste dans le même pays, ce que tu veux. C'est comme ça que ça marche le capitalisme. Mais en plus, dans une situation de crise, il y a vraiment plus rien à gratter. Donc eux, ils sont ultra déter à nous marcher dessus. Pourquoi ils sont en train de proposer 230 milliards? Que déjà, Bayrou, il propose 40 milliards. Ils vont te faire sauter 2 jours fériés, une semaine de congé, ils ont évoqué, etc., etc. Donc vous voyez que déjà, le patron est ultra déterminé à aller plus loin encore dans sa politique. Et donc la hausse de salaire, jamais de la vie, ils voudront faire ça. Et c'est une raison économique, parce qu'ils doivent gratter le maximum, et aussi une raison politique, parce que
parce que Martin, il a dit que genre les 2 jours fériés, il trouvait que c'était n'importe quoi, etc. C'est parce que maintenant, c'est totalement impopulaire. Mais si les patrons, en fait, ça va. Les patrons, si tu pars à la retraite à 80 ans et que ça passe, il n'y a pas un papier qui brûle dans la rue, ils sont très heureux. Par contre, s'ils voient que c'est le bordel, etc., et que ça a créé, en fait, ils disent bon, bah, t'as été nul finalement, c'est n'importe quoi d'avoir décidé cette mesure, il aurait fallu décider autre chose. Le patronat, en fait, il a une lecture de classe. Il faut le comprendre, ça aussi, les amis, notamment à travers ce que dit Gaëtan. Il faut comprendre, il faut savoir que, comme on dit, ils nous dépassent par leur conscience de classe. Le patronat a une conscience de classe, les amis. Et vous verrez jamais, je vous mets au défi de trouver un patron millionnaire critiquer un patron milliardaire. Jamais vous le trouverez. Jamais vous trouverez un patron millionnaire critiquer un patron milliardaire. Jamais vous trouverez un patron qui pèse 50 milliards critiquer l'autre qui en pèse 200 en disant ouais mais l'autre salopard il fraude le fisc pendant que moi je paye des impôts. Jamais ils diront ça, les amis. Ils ont une conscience de classe parce qu'ils savent qu'ils ont des intérêts communs à défendre. Et que même le petit patron, bah par moment il se sent solidaire de ça. Parce que le petit patron, lui aussi, s'il a, je sais pas, il fait 20 couverts, et ben il espère à un moment donné qu'il en fera 30 et 40 et peut-être qu'il ouvrira un restaurant à côté, que machin, et que peut-être il aura plus besoin de se réveiller à 4 heures du matin pour ouvrir le resto ou le bar. Et c'est pareil pour les boulangers. Peut-être le mec c'est le boulanger qui fait le pain, mais il espère peut-être que avec ses produits à un moment donné il embauchera des gens, il aura même plus besoin de travailler et qu'il ouvrira une deuxième, une troisième, une quatrième boulangerie. Ils espèrent ça, la petite bourgeoisie comme on les appelle, le patronat, le petit patronat, les artisans, etc. Ils sont pollués par ça. Et vous voyez comment, en fait, lorsqu'il y a des grandes crises et qu'il y a les grands patrons qui sont attaqués, qui ont peur, comme au moment du mouvement des Gilets jaunes, qu'est-ce qu'on utilise ? On utilise le petit boulanger, le petit commerçant qui est accablé par les taxes, les charges, etc., qui se réveille à 4 heures du matin, qui est dans son restaurant de 4 heures à minuit, le petit boulanger qui se réveille à 3 heures du matin et qui peut pas ouvrir sa boulangerie à cause des Gilets jaunes, qui se retrouve avec son crédit à devoir utiliser l'assurance pour rembourser la vitrine qui a été cassée. Toujours ils utilisent ça. Et vous voyez même quand le cheminot il fait grève, qu'est-ce qu'on utilise ? On utilise la femme de ménage précaire qui se réveille à 4 heures du matin et qui aura pas son RER, etc., etc. Et ben de la même manière, le patronat en fait, il a cette conscience de classe qu'il utilise pour essayer de défendre ses intérêts. Et ces intérêts, en fait, ils sont dans la captation et dans continuer à exploiter et à ce qu'on lui fasse pas les poches. C'est pour ça qu'ils sont contre les cotisations patronales. C'est pour ça qu'ils sont contre toutes ces choses-là, parce qu'ils considèrent qu'ils ont rien à payer, qu'eux, ils font vivre des gens et qu'ils auraient rien, ils devraient rien donner, en fait. Et qui considèrent que c'est d'une fumisterie la sécurité sociale, les arrêts maladie, que quand nous on est patron, on vient travailler même quand on a 42 fièvres, quand on a une gastro, on vient bosser nous parce qu'on a un crédit, on a hypothéqué notre baraque, nous on fait pas les chochottes parce qu'on a une grippe ou je sais pas quoi, on a 42 fièvres, nous on vient bosser. C'est ça la mentale aussi, les amis. Et vous comprenez qu'en fait, ces gens-là, comme dit GG, ils sont pas dans le relance de je sais pas quoi, je vais t'augmenter tes salaires, comme ça, avec un peu de chance, je vais avoir 10 euros, 20 euros qui vont me retomber dans la poche. Juste, GG, pour faire la transition, par rapport à ce que disait, regardez la radicalité de Retailleau, les amis, la radicalité de Retailleau, et vous allez voir que Retailleau, il est chez lui. Il est au Puy du Fou, là. Il est pas à Roland-Garros. Vous savez que Retailleau, il était cascadeur au Puy du Fou. Et ben là, les amis, vous allez voir qu'il est au Puy du Fou, frère, XXL. Tous les entrepreneurs de France qui sont ici. Et vous remercier de me donner l'occasion de parler d'autre chose que des questions sécuritaires. Même si je pense que la liberté et l'ordre, ce sont deux frères siamois, ou deux sœurs siamoises. Moi, je pense qu'on est arrivé au bout d'un système. La question qui sera posée le 8 septembre, c'est pas de voter pour ou contre messieurs Bayrou. Ça n'est pas un référendum, c'est de partager un diagnostic. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut non pas le réparer, le système, il va falloir changer de pied, évidemment. Mais ça sera pour 2027. Simplement, ce que moi j'observe, c'est qu'on ne peut plus vivre dans un système, et ce sera la rupture, qui est un système social-étatiste. C'est tout. Je me souviens de la phrase de Ronald Reagan que vous avez en mémoire, qui décrivait assez bien la situation française il y a plus de 20 ans. Voilà, tout ce qui bouge, on le taxe, ce qui bouge encore, on le réglemente, et ce qui ne bouge plus du tout, on le subventionne. On en est là. Donc, il faudra impérativement dire la vérité aux Français, sortir des boniments qu'on nous a racontés, et notamment la gauche, depuis des années. 1, travaillez moins, vous vivrez mieux. 2, la dépense publique, c'est ce qui fait la qualité des services publics. Si c'était le cas, on serait à l'avant-garde du bonheur universel. Et 3, la dette, c'est pas un problème. Voilà. C'est une ovation dans la salle du MEDEF. C'est une innovation dans la salle du MEDEF.
C'est l'innovation. Par conséquent, on ne peut plus vivre. Très concrètement, vous vous rendez compte l'an prochain, la richesse que vous contribuez à créer, public, tout compris, ce sera 60 milliards. Donc vous voyez bien que la dépense publique, désormais, et la croissance sont totalement déconnectées. L'une est en train de cannibaliser l'autre et il faudra prendre un certain nombre de décisions. Mais au moins pourrait-on s'accorder sur le fait qu'on arrive au bord du gouffre. Vous savez, moi j'ai toujours été un opposant à Emmanuel Macron. Je me suis engagé dans un gouvernement parce que j'avais peur du pire, le chaos et aussi la gauche mélenchonisée. Donc j'ai pris mes responsabilités pour donner à la France un peu de stabilité. Mais demain, je pense qu'il faudra des ruptures encore plus franches. Gabriel Attal. Je précise effectivement, pour ceux qui nous regardent en dehors de cette enceinte de Roland Garros. Bon, c'est assez clair quand même, hein. Mais ce qui est applaudi, c'est la rupture avec les taxes, avec les charges, avec machin, l'aide sociale, l'assistanat, etc., etc. Vous voyez bien que venir, comme disait Tchouka tout à l'heure, t'es à la table des requins, faut doser. Tu vois bien que ça sert à rien en fait, parce que t'es avec des gens déjà qui considèrent que c'est ça leur ligne. Que c'est ça le problème en fait de la situation en France, c'est l'assistanat, c'est les gens qui profitent, c'est les fainéants, c'est les gens qui veulent pas travailler, c'est les gens qui veulent plus, etc., etc. Moi, ça m'a fait penser à deux choses quand j'ai vu son intervention. La première, c'est que, tu sais, on parle de crise démocratique dans le pays. Ben, franchement, regardez, c'est-à-dire que les patrons sont ultra majoritairement pour ce gars qui a fait, combien ils ont fait 5%, je pense, aux dernières élections. Alors, ils sont rien du tout. 4 et quelques. Mais, Pécresse. voilà. Mais c'est les stars du MEDEF qui ont un poids social non négligeable, on va dire. Et après, la deuxième chose à laquelle j'ai pensé, c'est que sur le plan purement politique, ça se voyait que, en fait, le gars, il est ministre, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il est ministre et ça se voit qu'il essaye de tout faire pour apparaître pas du tout lié à aucun bilan ni rien. Il a même dit j'ai été contre Macron. Ouais, le mec est ultra le plus grand oppositionnel, en rupture et tout. Et la radicalité, elle tient à son programme et tout, évidemment, mais elle tient aussi à ça, je trouve. C'est-à-dire que il doit faire en sorte d'apparaître comme très, très, très en rupture avec ce qui est en train de se passer. Parce qu'il sait que les autres, dans le débat, ils vont lui attraper sa veste en disant, tu vois, comme Bardella, en fait, il a fait tout le truc. Dommage que vous étiez pas au pouvoir ces dernières années. Bardella, il a une arme dans le débat, c'est celle-là. Retailleau, n'oubliez pas les amis, c'est pas que monsieur anti-immigré, anti-musulman. Retailleau, c'est aussi un mec ultra offensif contre les travailleuses et travailleurs, notamment contre la grève. C'est monsieur, il veut interdire la grève dans les transports. C'est celui qui à chaque fois a été invité. Moi j'ai connu Retailleau comme ça. C'était le mec qui était invité uniquement pendant les grèves à Noël, les grèves de la SNCF, etc. pour expliquer à quel point il fallait en finir avec la grève. Il est contre le droit de grève en réalité. Donc vous voyez en fait le patronat, qu'est-ce qu'il chérit en vrai. Dernières années, il n'a pas beaucoup changé parce qu'on vit sur le même modèle économique depuis. Après, je sais pas si tu veux remettre. Ah, pardon, t'avais lancé, ouais, putain, j'ai un décalage. Tu voulais remettre, tu veux que je remette Bompard Il y avait un autre. Ah oui, il y a la deuxième séquence de Bompard qui est pas mal. Bon, allez, je vous propose qu'on fasse la deuxième séquence Bompard et suivi comment dire Il y a ELV aussi. Ah ouais, ELV, elle dit un truc. Qui est intéressant parce que les deux qui s'enchaînent, ils parlent plutôt de protectionnisme et tout ça, c'est un peu intéressant. Il y a un moment donné où il y a Roussel qui arrive après. Attends. Ah, et Roussel, il m'a fait rigoler aussi. Hein. Enfin, il m'a fait rigoler et pleurer en même temps. Je sais pas qu'est-ce que j'ai eu comme réaction. C'est vraiment le mec sympa. Ah, vraiment, ça va trop loin. Roussel, c'est le gars sympa de... En fait, le roleplay, c'est le roleplay Patrick Sébastien, mais qui va beaucoup trop loin. Genre, c'est vraiment le tu sais, c'est le gars que t'acceptes, quoi. Tu vois, c'est le tonton sympa. Je te jure, vraiment, il kiffe. Hein. Je pense qu'il kiffe ce rôle-là. D'être le bouffon. Ça, mets-le qu'on se marre un bon coup quand même. Le bouffon communiste. Bon, là, je mets Bompard et ensuite, c'est... Bompard qui, à un moment donné, est obligé de se... Vous allez voir le patron des patrons, il va intervenir pour dire, bon, arrêtez de le huer. Génération du travail, on va commencer par vous, Manuel Bompard. Évidemment qu'il faut conforter notre modèle social et continuer à le développer. Ah oui. Et donc faire l'inverse. Ah oui, pardon. Je pense que c'est important d'écouter juste la question. Je voudrais que chacun, vous puissiez dire votre proposition sur cette question-là. Le travail, le modèle social, le temps de travail et la rémunération du travail. On va commencer par vous, Manuel. Les amis, la question d'Apolline de Malherbe, je la trouve hyper bien. Le travail,
la question du temps de travail, de la rémunération, etc. Donc elle demande à chacun d'intervenir en disant les revendications, le programme, etc. Enfin, je veux dire, normalement, tu t'attends à ce que la France insoumise évoque des points de programme par rapport à ces questions-là. L'augmentation des salaires, la baisse du temps de travail, etc., la retraite et autres. Vous allez voir la réponse de Bompard. Manuel Bompard. Évidemment qu'il faut conforter notre modèle social et continuer à le développer, et donc faire l'inverse de ce qu'on a sous les yeux, y compris dans les propositions de M. Bayrou, et dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure, l'inverse de la politique qui a consisté à faire des exonérations de cotisations sociales, parce que quand vous faites des exonérations de cotisations sociales, à la fin forcément il y a un modèle social qui est un modèle social moins financé, et on va dire aux gens, maintenant on est en déficit de la sécurité sociale. Donc, Mais vous changeriez quoi, vous ? Mais moi d'abord je reviendrai sur les exonérations de cotisations sociales pour qu'on puisse financer notre modèle de protection sociale. Ça c'est la première chose que je pense qu'il faut faire. Deuxièmement, il faut refuser ceux qui veulent dégrader la qualité de notre modèle social. Pardon, peut-être là aussi ça sera pas populaire, mais je le dis, enfin pas dans cette salle, je pense que dans le pays ça le sera. Mais je le dis, non, je suis pas d'accord avec le fait qu'on augmente jusqu'à 6 jours de carence comme l'a proposé Madame Vautrin, ce qui fait qu'aujourd'hui un salarié qui va être malade, pendant toute sa première semaine, il sera pas payé, il sera pas indemnisé, parce que vous savez comme moi, ce que ça va produire comme résultat, c'est que quelqu'un qui a une maladie pas très grave, il va venir travailler, et le risque c'est aussi la propagation de cette maladie. Je préfère qu'il puisse être pris en charge. Je préfère qu'il puisse être pris en charge plutôt que pendant 6 jours, il travaille pas et il soit en congé maladie mais qu'il ne soit pas indemnisé et pas rémunéré. Et ça, c'est dans les propositions qui sont dans les propositions contenues à l'intérieur du plan Bayrou. Pour le reste, je refuse catégoriquement la logique qui consiste à penser, et là aussi vous pouvez me siffler, ça ne me dérange pas, je refuse catégoriquement la logique qui consiste à penser que le problème aujourd'hui c'est qu'il y aurait en quelque sorte une horde de travailleuses et de travailleurs qui ne voudraient pas travailler, alors que plein d'emplois vacants seraient disponibles pour eux et qui ne voudraient pas les prendre en charge. C'est la logique intellectuelle qui a conduit à ce qu'on a déjà fait 3 ou 4 réformes de l'assurance chômage et qui sont traduites par le fait qu'il y a des gens qui sont encore plus dans une situation difficile. Aujourd'hui en France, il y a un emploi non pourvu pour 26 personnes qui recherchent un emploi. Donc essayez de faire croire que la difficulté aujourd'hui du chômage, c'est le fait qu'il y a des gens qui ne voudraient pas travailler, ça ne correspond pas à la réalité économique du pays. Si on veut apporter une réponse qui correspond à la réalité économique du pays, il faut avoir des politiques de création d'emplois. Et pour avoir des politiques de création d'emplois, il faut avoir une forme de planification. Il faut considérer que dans un certain nombre de domaines économiques, on a besoin de se développer. Je pense à l'économie de la mer, je pense à la question du numérique, je pense à la transition écologique, évidemment, on en a parlé. Je pense à la question du spatial, par exemple. Là, oui, on a des politiques intelligentes à mettre en place pour faire en sorte qu'on ait des politiques de création d'emplois qui permettent d'augmenter le nombre de personnes qui sont en emploi. Parce que si on augmente le nombre de personnes qui seront en emploi, on n'aura plus de problème de financement de notre protection sociale et de notre modèle social. Fabien Roussel. Apolline de Malherbe, je voudrais faire une très brève intervention. C'est hyper intéressant. Il y a 1000 trucs à dire. Ce que je te propose juste, on finit la séquence jusqu'à Roussel. Comme ça va nous permettre de voir la position Bompard et la position de Roussel. D'accord? Juste pour... Et c'est où qui dit protectionnisme solidaire et tout ça? Je pensais que c'était dans celui-là de passage. Ça me dit rien. En gros, pour résumer, donc la question c'est les salaires, le temps de travail, etc. Les mesures que il va sur les 6 jours de carence. Donc il dit que lui il reviendra en gros sur les attaques, sur les carences, etc. Et qu'en gros le modèle pour créer de l'emploi c'est pas d'attaquer le chômage, etc. Mais en gros pour lui c'est de relancer l'économie et des nouveaux secteurs pour créer de l'emploi. D'accord? Donc il n'évoque pas la retraite, il n'évoque pas le temps de travail, il n'évoque pas les salaires, il n'évoque pas les minima sociaux, etc., etc. Mais on va jusqu'à Roussel pour voir comment, d'une certaine manière, je trouve que sur ce moment-là, qui est concret sur les revendications et tout, je trouve que Roussel est plus radical et plus à gauche que l'a été Bompard. Soit dit en passant, les amis, je trouve... Après, c'est pas le fruit du hasard si Emmanuel Bompard il est coordinateur de la France Insoumise. Je le trouve très bon. Bompard est très bon. C'est vraiment quelqu'un de. Je trouve qu'il était plus discret il y a quelques années en arrière. Il y a 4, 5, 6, 7 ans en arrière. Je trouve que là, Bompard depuis 1 ou 2 ans, il a une position et ça se voit qu'il s'affirme, qu'il s'affûte dans la manière de parler. Il s'exprimait pas du tout comme ça il y a quelques années en arrière. Il est très habile dans la manière de faire. Moi, je l'ai connu sur les piquets de l'aéro quand il venait à Toulouse. Et donc il s'est affûté et il est bon. Et vous savez pourquoi en fait, de prime abord, tu peux pas avoir de critique à faire à Bompard, c'est parce qu'il dit certaines banalités que voilà, quand il dit qu'il y a un emploi pour 26 personnes, quand il explique qu'il y a des exonérations, etc. Bon, ouais, tu peux dire des faits.
Après, il faut juger aussi sur pièce et sur le programme et sur les revendications. On finit Roussel et on discute des deux positions. Mes chers amis, je commence par vous rapporter une anecdote et ensuite je me permets de vous faire une demande. L'anecdote, je suis intervenu l'an passé à la Fête de l'Humanité, je me suis confronté à Sophie Binet et les rares fois où dans l'assistance il y a eu des mouvements d'humeur à mon égard, quand ça n'était pas Sophie Binet elle-même, c'était le médiateur du débat qui a demandé à l'assistance de rester respectueuse. Nos invités nous font l'honneur d'intervenir devant nous. J'en déduis que c'est le dernier applaudissement qu'on entend. Nos invités nous font l'honneur d'intervenir devant nous. Chacun a sa sensibilité, ses convictions. Il n'est pas interdit d'applaudir pour autant. Mais je vous demande, c'est donc ça ma demande, de bien vouloir les respecter. Merci. Ah là là, cette cohésion. We are the world. We are the children. And the men around. La larme à l'œil. What a better day, me and you. Attends, incroyable. On m'a invité à la fête de l'humain. Ils m'ont protégé. Vous voyez pas ce qui se passe. Où t'es pas? Et regardez Roussel comment il kiffe. Il va le réinviter derrière. Merci Patrick Martin. Merci Patrick Martin pour ce message, pour faire respecter les mêmes règles qu'à la fête de l'UMA. Vous êtes encore invité cette année, c'est le 12, 13 et 14 septembre. Je vous invite à y venir et vous y prendrez une bonne dose de bonheur. Le bonheur. Le bonheur commun doit rester un idéal. Et nous considérons, nous, que pour reconstruire cette France des jours heureux, cette France du bonheur commun. C'est vraiment Franck Dubosc, c'est Franck Dubosc de la politique. Est-ce que vous avez entendu? En fait, j'avais pas entendu à la première écoute. Je sais pas si tu pourras remettre, mais il a dit vous y prendrez une bonne dose de bonheur. Et il y a quelqu'un derrière qui a dit et de merguez. Je crois que c'est ton Denis. Attends. J'ai pas entendu. Écoute-le parce que moi j'ai un décalage, donc je sais pas si. Attends. Putain, j'ai une crampe. Attends. Dose de bonheur. Le bonheur. Le bonheur. De merguez. C'est ton Delier qui dit ça. Eh ouais. Non mais c'est abusé. Attends, on débrief maintenant ou on laisse un peu? Non, attends. Répétez un câble. Respect à Roussel. On finit à Roussel et après c'est bon. Après je pense qu'on aura, on pourra faire une deuxième mi-temps s'il faut un autre jour. Le bonheur commun doit rester un idéal. Et nous considérons, nous, que pour reconstruire cette France des jours heureux, cette France du bonheur commun, oui, le travail doit être mis au cœur du projet de société, au cœur de la reconstruction de la France. J'en ai fait un livre intitulé « Le parti pris du travail », au Cherche Midi, encore accessible dans les librairies tant que vous voulez. Et c'est aussi une adresse à votre égard et à tous les Français. Parce que quand effectivement on parle de la dette, de la crise, du budget, et qu'il nous faut des recettes nouvelles, qu'il nous faut des richesses nouvelles, nous ne produirons pas des richesses sans salariés, sans chefs d'entreprise, sans investissement, sans capitaux et sans investissement public. Nous avons besoin de produire beaucoup plus de richesses et de produire en France, de renouer avec une France des bâtisseurs et de redonner confiance aux travailleurs. C'est la raison pour laquelle, quand je parle du travail, je pense d'abord à celles et ceux qui aujourd'hui n'arrivent pas à vivre de leur travail. Vous êtes confrontés à ça vous-même. On est passé, depuis que Emmanuel Macron a été élu président de la République, on est passé de 12% de salariés au SMIC à... Il a quand même osé leur dire que eux-mêmes étaient confrontés à ceux qui n'arrivent pas à vivre de leur travail. Non mais c'est wow. Je l'avais loupé celle-là. Il a dit à des patrons qui sont par essence des gens qui vivent du travail des autres que eux ils n'arrivaient pas à vivre qu'ils étaient confrontés à ça. J'ai vu le patron de Auchan qui faisait la manche en arrivant à Roland-Garros. Faut-il l'aider? Y a-t-il une cagnotte litchi pour aider ce patron? Non, mais je pense qu'en plus, quand il dit ils sont confrontés, il veut dire ils sont confrontés dans le sens qu'ils voient que ça leur pose problème, alors que bon, ça leur pose pas du tout de problème. 17% de salariés au SMIC aujourd'hui. Mais qui peut vivre décemment avec un SMIC dans notre pays tellement il est bas? On l'entend de partout, parce que les factures ont fortement augmenté à côté. Et donc vous l'augmentez?
Encore? Plus? Comment? Vous voulez l'augmenter? Mais la première chose qu'il faut faire, bien sûr, c'est d'indexer les salaires, tous les salaires sur l'inflation, d'augmenter les salaires et faire en sorte que T'as vu pourquoi je t'ai dit les plus à gauche? Regarde. le travail puisse nous permettre de vivre et de vivre dignement. Pas seulement de réussir à joindre les deux bouts, mais de se sentir heureux, de pouvoir partir en vacances, élever ses enfants, avoir des moments de bonheur et quelque part faire tourner le pays. Quand vous augmentez les salaires dans notre pays, ils vont pas faire de l'évasion fiscale. Ceux qui vont gagner 100, 200, 300 euros de plus, ils vont le dépenser dans l'économie. Et ce que je souhaite, c'est que ce qu'ils dépensent, ça nous fasse tourner l'économie et que justement on produise plus en France, ce dont on a besoin. Et donc ça va de pair, je finis sur le travail, ça va de pair avec la relocalisation de notre industrie, mais vraiment, pas que par des mots, parce qu'ils sont au pouvoir depuis 8 ans. Mais on a toujours continué de délocaliser notre industrie. Et c'est le Parti communiste qui vous le dit. Moi, ça me fend le cœur quand les entreprises, elles partent en Chine. Je demande à ce qu'elle reste en France et qu'on produise en France ce dont on a besoin en France. Produire français, ça doit rester un beau slogan. Et on doit être fier du Made in France. Est-ce que ça doit se faire par des contraintes? Est-ce que ça doit se faire par des interdictions? Ou est-ce que ça doit se faire par des incitations? Mais par exemple, une contrainte, au lieu de verser 200 milliards d'euros par an d'aide publique, dernière commission d'enquête parlementaire, 211 milliards d'euros. D'aide aux entreprises? D'aide aux entreprises. Eh bien, si seulement ces aides étaient conditionnées à de l'investissement en France et pas versées sans aucune contrepartie derrière, sans engagement écrit. Vous ne voulez pas supprimer ces aides? Vous voulez les conditionner? Non, mais la question c'est d'avancer ensemble. Et donc, ça veut dire que les chefs d'entreprise français qui vous écoutent, vous leur dites, vous laissez les aides, mais en échange, on fait un deal. Mais la très grande majorité de notre pays, les TPE, les PME, elles ont très peu accès à ces aides en réalité. Et c'est pas elles qui bénéficient du crédit impôt recherche. C'est pas elles qui bénéficient des niches fiscales qui courent à foison. La plupart des PME... Il a eu rub de lui dire je conditionne les aides. Hein. Même les aides, elles ont la petite portion des aides publiques. Et donc nous, ce que l'on souhaite, c'est qu'on accorde une aide aux entreprises en fonction des engagements qu'elles prennent, des engagements sociaux pour le travail, la relocalisation, pour le climat, que ce soit fléché. Enfin, cette commission d'enquête présidée par mon ami Fabien Gay, sénateur communiste, elle était aussi présidée par un sénateur de droite, LR. Tout le monde a dit qu'il y a une opacité totale dans les aides publiques accordées aux entreprises. Et donc, qu'on y mette un peu de clarté et des objectifs. Et l'autre proposition que je formule, c'est que quand je parle d'un pacte d'avenir et de confiance pour la France, c'est que ce qu'il nous faut, ce qu'il vous faut, ce qu'il y a besoin pour notre pays, pour retrouver la France des bâtisseurs, c'est une France qui réinvestit de nouveau. Et c'est pour ça que nous proposons que l'État injecte 500 milliards d'euros d'argent sur 5 ans. 500 milliards d'euros? Oui, maintenant 500, oui. Au lieu de parler de la dette tous les jours et des économies qu'il faut faire et de là où on va couper un bras, couper une jambe et de se regarder les pompes parce qu'on est déprimé, parce que ça va mal, soyons offensifs, conquérants, regardons devant. Les Allemands, ils sortent le bazooka militaire. 800 milliards d'euros d'investissement sur 5 ans. Donc là, vous sortez 500 milliards d'euros sur la table. Mais l'inflation, l'IRA. Bon, je pense qu'on est arrivé au... au maximum de notre capacité d'écoute. Un niveau de lèche, c'est indécent, frère. Hein. C'est abusé. Abusé. En fait, moi, je pense déjà dans la vie, faut garder un peu de dignité, tu vois. Faut, tu vois, dire, ah, frérot, je marche. Tu sais que j'allais dire ça. Je vais à la boulangerie. Moi déjà j'ai peur juste de me faire savater dans la rue, tu vois. Moi je fais attention parce que putain, faut un peu de dignité, frère. Faut un peu de hashma, ça se voit même sur la forme que moi il a une tonalité s'il vous plaît, tu sais. Je sais pas si les gens ils ont capté ça, mais tu sais, ça se voit qu'il parle en train de s'excuser. Il est en mode bon, c'est le Parti communiste qui vous le dit, mais il est comme ça tout le truc. Il remue. Plus il dit un truc un peu de gauche qu'il devrait pas dire devant les patrons, plus il remue, tu sais. Les 500 milliards. Ils viennent d'applaudir Rotaillot qui a dit c'est de la faute de la gauche qui nie la dette et lui il leur a dit je vais mettre 500 milliards. Ah ouais. Il a même pas dit pour les travailleurs, il a dit pour vous, pour relancer les entreprises. Non, ils l'applaudissent même pas sur ça. C'est-à-dire que même tu leur donnes 500 milliards. Oh là là, quelle indignité, monsieur Pujadas. Quelle indignité quand même, incroyable. Putain, et il y a des gens qui ont voté pour ça à la famille. Hein. Putain, il y en a, ils ont voté Nouveau Front Populaire. Putain, incroyable. Incroyable. Même pas je me déplace la famille, même pas je vais à l'école maternelle. Je reste chez WAM. Putain, incroyable. Quelle indignité.
si vous voulez, on fait ce que vous voulez. On fait. Dites-nous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ah, son truc du début, vraiment son truc. Attends, on n'en a pas parlé. Bon, pardon, un peu de sérieux. Un peu de sérieux. Non, attends, j'en ai un qui est pas encore trop sérieux, mais qui est un peu sérieux parce que derrière, tu sais, les gens ils se moquent en mode parce qu'il fait son roleplay franchouillard, machin et tout. Mais déjà, il y a une utilité politique derrière. C'est-à-dire qu'en gros, ça permet de. Lui, vous avez vu tout à l'heure, on rigolait parce qu'il a dit France, français. Là, il a redit à un moment, vous avez vu, il y a un petit passage en mode, mais si la France doit faire la France, qu'est la France, les Français, tu sais, il a redit des trucs comme ça. Et en fait, ça a une utilité, c'est totalement cohérent avec le truc avec le projet de conciliation de classe aussi, tu vois, le truc de protectionnisme, de relance, où il dit, mais quand même, comprenez, nous, mais sur le fond, c'est la même chose que le carnet de commandes qu'il a dit avant Bompard, sauf qu'il dit le truc des salaires et tout, effectivement. Mais son truc franchouillard là, c'est abusé. Alors, je parle au nom de tous les bofs de France, parce que moi, je suis le chef des bofs. Je suis le bof ultime, si vous voulez, sauf que pas réac. Mais vous voyez qu'il essaye de draguer un certain secteur, parce que je dis bof, c'est pas vraiment une définition sociologique, mais un certain secteur de la classe ouvrière blanche, plutôt rurale ou périurbaine, etc., qui caricature totalement, parce que franchement, c'est... et je vous dis un vrai truc, parce que peut-être les gens qui sont pas de ce milieu, qui ont pas cette origine, moi je suis vraiment un campagnard blanc ouvrier, quoi, et les gens qui ont pas cette origine, ils croient peut-être qu'il y a des gens qui sont comme ça, mais vous savez que c'est une insulte qui nous fait Roussel à nous. C'est comme Ruffin en fait, c'est des gens qui connaissent pas et qui imitent ce qu'ils croient être des ouvriers blancs. Donc nous en fait après nous on a l'imam Chalgoumi. T'as dit quoi? Ouais, voilà. Voilà, nous on a l'imam Chalgoumi. C'est ça. Roussel en fait c'est imam Chalgoumi de nous, tu vois. Ça veut dire que nous, moi quand je regarde Roussel, ça veut dire en fait il est en train de m'insulter parce qu'il me dit quoi? Il me dit, toi, je vais te séduire parce que je vais manger de la saucisse là, du camembert, et je vais faire poète sous mes bras et chanter Patrick Sébastien. Ça c'est le bonheur, les jours heureux, tu vois, de Roussel. Mais vraiment ça me fume. Mais le mec arrive à le faire, quand même c'est une prouesse parce qu'il arrive à le faire dans le débat. Le bonheur. Venez prendre un peu de bonheur à la fête de l'UMA. Ah là là, incroyable. Mais cela dit, bon, il a fait un discours à la Patrick Sébastien, mais il a quand même dit le fond de l'affaire, il a dit le même programme sur ces questions-là que Bompard, hein, d'accord, pour les insoumis, d'accord, on peut critiquer Roussel, le fond de l'affaire, la politique du carnet de commandes, comme on l'appelle, d'accord, c'est-à-dire je te donne de la visibilité, je te donne du carnet de commandes, et à l'inverse, les gens ils consomment et ça revient vers toi, tu vois. Donc Jean-Pierre augmente un peu le salaire, comme ça Karima, elle va derrière en vacances et elle va au resto et elle va commander et puis ça fait tourner un peu tout le monde, Rungis, PSA, etc., etc. C'est ça la politique, d'accord. Et c'est exactement la même avec Roussel qu'avec Bompard. Et après, je sais pas ce que tu penses sur le fait que quand même, j'ai trouvé assez hallucinant, c'est que Bompard, il ose pas provoquer réellement sur le temps de travail. Il donne pas de mesure en fait, c'est-à-dire que sa définition de la création de l'emploi, elle est à travers la création de richesse. Ça, pour moi, c'est important à noter. C'est-à-dire qu'il ne le dit pas que c'est à travers le partage du temps de travail, mais il le dit à travers la création de nouvelles pistes d'emploi. D'accord? Il dit l'aérospatial, le digital, le numérique, etc., etc., l'intelligence artificielle et autres. C'est-à-dire qu'en fait, il considère, en gros, si tu crées pas des nouveaux emplois sur l'aérospatial et machin, qu'est-ce que tu fais avec ce qui existe aujourd'hui? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je trouve que c'est assez dingue parce que je m'attendais à LFI turbo à gauche en mode partage du temps de travail, diminution des 35 heures, retraite à 60 ans, 55 ans les métiers pénibles ou je ne sais quoi. Et moi je trouve qu'il a rien dit. Ok les 6 jours de carence, mais qu'est-ce qu'a dit Bompard au-delà des 6 jours de carence? Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est clair. Mais il y a deux choses. Sur ce que en fait, c'est ça, leur programme, on le connaît,
Et sur les questions de protectionnisme, quel avenir pour l'économie de la France, que c'est ça le débat qu'ils sont en train de faire, il est grosso modo le même. Le truc du protectionnisme, de la relance, etc. Mais, et d'ailleurs, il y a un truc. Ah ok, putain, en fait, comme j'ai pas l'image en même temps, j'étais là, c'est quoi ce bruit? Ok, j'ai compris. 5 secondes après, Pardon, j'étais en train de me boucher. Merci Ouais. à... oulala, j'ai loupé le... Il y a un raid, frère. On nous raid alors que nous, on a envie de se barrer. Ah ouais, mais le raid, moi je sais pas ce que c'est. Moi je vois écrit bienvenue Alex. le raid. En mode... Ouais. Ah, merci Alex. Comment tu vas, frérot? Merci Alex qui nous a raid. Et il y a Jachugan. Bah c'est ça, Jachugan 36. Merci à Jachugan 36 pour le raid de 149 personnes. On recommence tout depuis le début. Bon, je suis obligé de faire une intro du coup. Ok. Les amis, je suis avec mon camarade Gaëtan Gracia, militant à Révolution Permanente, militant syndical CGT, et on est en train de débrief le débat des politiciens, notamment des trois de gauche, NFP, au cœur de Roland Garros, dans le court central. Derrière, il y a Djokovic qui est en train de s'échauffer. Et eux, ils sont en train de discuter avec le patronat et ils sont en train de leur expliquer comment eux, ils ont des solutions pour les pauvres petits patrons qui n'arrivent plus à s'en sortir, etc. Les Bernard Arnault qui souffrent du budget Bayrou. Vas-y, pardon, continue ce que tu disais. Eh ben les raiders. Bon, déjà moi, vraiment, je me sens boomer dans ces trucs. Je sais même pas c'est quoi un raid. Mais je crois, un raid, c'est ils viennent de autres live, genre nombreux sur le nôtre. En raid, en gros, c'est des gens, ils étaient en boîte de nuit tous ensemble. Et la boîte de nuit, elle a décidé de fermer. Et ils se disent, ah, moi, j'ai une copine Sophie qui fait un after. Est-ce que tout le monde est chaud pour venir en after chez Sophie? Et puis après, t'as une partie qui dit, ah non, moi, j'ai la flemme, je vais prendre le métro, je rentre chez WAM. Et puis, t'en as une vingtaine. Ah, ok, nous, on est l'after des autres, quoi. Voilà. Ok. Bah, regardez, les raiders, je vous fais un cadeau directement. Je vais choquer tout le chat, je suis sûr que vous savez pas. En fait, vous avez vu, on dit le truc des aides conditionnées. Il y a les aides publiques, donc je rappelle. Oui, je peux leur dire un truc. Je peux leur dire un truc. En gros, les raiders. Bon, allez, on va être sérieux avec vous, parce que quand même. En fait, en gros, dans cette... vous voyez pas Roussel, il est en pause. Mais en gros, on est en train de discuter du fait que la gauche, PCF et LFI, la seule stratégie qu'ils ont à apporter au patronat, c'est la stratégie de ce qu'on appelle le carnet de commandes. C'est en gros, toi le patron, t'augmentes un peu les salaires. En échange, ce salaire-là augmenté, va faire en sorte que ça va revenir dans ta poche parce que derrière, Sophie, quand elle va gagner 100 balles de plus, elle va aller faire ses courses chez Auchan, elle va aller faire ses courses chez Decathlon, etc., etc. Et au final, c'est toi qui récupères. En gros, c'est moi, le politicard de gauche, je vais t'expliquer comment, avec ma méthode, toi, le patron, tu peux continuer à t'en sortir et continuer à vivre bien et c'est bien mieux que d'aller attaquer les chômeurs, etc. Vas-y, GG. Et dans toute cette ambiance de unité nationale, un programme de gauche pour le capitalisme, etc., on en était à notre ami Fabien Roussel. Et à un moment, il y a donc cette question de la relance, du protectionnisme et tout, et à un moment, il y a les aides conditionnelles. Ça, que peut-être tout le monde ne sait pas, mais c'est un grand classique de la gauche. Tout le monde à gauche est pour les aides conditionnelles. Parce que là, on est en train de débrief Roussel, mais croyez pas, LFI, tout à l'heure, Bompard, il a dit un mytho. Tout à l'heure, Bompard, il dit non, mais moi, je suis pour la fin, je sais plus qu'est-ce qu'il a dit, des exonérations de cotisations et tout ça. Mais vous allez voir dans le programme, ils sont pour conditionner les aides publiques. C'est-à-dire que, déjà, on donne 211 milliards par an d'argent public aux patrons, d'accord, déjà qui se gavent avec leurs propres profits puisqu'ils nous mettent des salaires de merde, etc., etc. D'accord, donc on leur donne l'argent public ultra massivement. Toutes les organes de gauche, ils sont pour continuer, mais en mettant certaines conditions. Et je vais vous choquer le chat, je vous fais ce petit cadeau. Même le NPA, d'accord, parce que vous êtes souvent, on connaît le NPA par quoi? Par ses figures politiques, par Philippe Poutou. Il est ultra radical parce qu'il a dit à Marine Le Pen, ferme ta gueule, l'immunité ouvrière. Mais sachez que le NPA, moi j'ai écrit un article, on peut vous le retrouver sur Révolution Permanente, qui polémiquait avec le fait que le NPA, pour faire l'alliance électorale avec France Insoumise, se rangeait derrière cette revendication. Aide conditionnelle, ça veut dire on continue à bombarder. On est là, en Aquitaine, en Nouvelle-Aquitaine, avec Clémence Guettet, tête de liste, et Philippe Poutou. Voilà, et même dans les régionales, moi quand je suivais les régionales, ils faisaient du vélo ensemble, de mémoire, Philippe Poutou et Clémence Guettet. Ouais. Voilà, donc
il y a ça d'un côté pour dire en fait dans le débat, même s'ils se positionnent différemment. Et après, ce qu'il disait Anas avant que nos amis raiders, les amis de Sophie arrivent, c'est que c'est marrant parce que dans ce débat, Roussel même sur certaines revendications, il se positionne plus radical et tout. Moi, ma lecture, je sais pas si j'ai raison, je suis pas un analyste politique de ouf non plus, mais je pense que dans un moment de crise, LFI doit en même temps se positionner un peu comme responsable parce qu'en fait il a plus à perdre, il a plus à jouer disons que PCF, disons électoralement, parce que LFI en fait fait le pari de gagner les prochaines élections, qu'elles soient présidentielles ou autres, etc., d'être un peu fort. Alors que PCF de toute façon est éclaté au sol, donc il peut se positionner un peu mieux. Je suis d'accord, mais c'est hyper intéressant. Mais c'est clair et net que le Parti communiste, il dit 500 milliards ou je sais pas quoi. C'est pour le folklore. Il sait très bien qu'il y a rien. Et je pense même les patrons, pourquoi ils ricanent aussi, c'est parce que c'est un bon moment, c'est un peu de spectacle à Roland-Garros et ils kiffent voir je veux dire même politiquement. Moi, ça me fait mal au fond. Hein. Vraiment, moi, ça me fait mal parce qu'en fait, d'un côté, le patronat, il pense que ils ont le descendant de Karl Marx et de Lénine en face d'eux, à la française, mais ils pensent ça, vous voyez ce que je veux dire, de leur point de vue à eux. Et en fait, ça doit être un niveau de jouissance, en fait, de te dire, putain, regarde-moi ces petits salopards, en fait, là, comment ils nous lèchent l'arrêt du cul, en fait, maintenant, alors qu'avant, ils nous faisaient les bolcheviks et les machins, regarde-les à Roland-Garros en train de nous lécher, en fait, nous expliquer qu'ils vont nous donner des thunes. Moi, ça me fait mal au cœur, les amis. Ça me fait mal au cœur de ouf, je vous le dis très sincèrement. Parce qu'en fait, on est associé à nous, en tant que marxistes, on est associés, en fait, et les patrons, ça, ils s'en servent. Mais d'une certaine manière, tout à l'heure, je disais l'imam Chalgoumi, mais même pour l'imam Chalgoumi, quand vous voyez, en fait, comment l'imam Chalgoumi, il est mis en scène par des soutiens du génocide à Gaza, en fait, ça sert à ça. Ça sert à salir aussi les musulmans. Et moi, je trouve que Roussel, d'une certaine manière, par sa position et par ça, en fait, avec des patrons qui ricanent, mais ils doivent passer un super moment, ils doivent se dire, t'imagines, putain, Trotsky, Lénine, Staline, regarde comment ils sont devant nous, là, en train d'essayer d'attendre qu'on les applaudisse ou qu'on les applaudisse pas, à nous faire des petites blagounettes pour nous occuper. Et je suis d'accord sur ce que disait GG, sur le fait que ça, c'est du folklore. Et que Bompard, ce qui est intéressant dans ce que dit GG, surtout, c'est que Bompard, le fait qu'il met beaucoup d'eau dans son vin, sinon, peut-être que ça finit par être un verre de cristalline, c'est qu'il sait qu'il joue les premiers postes, il joue les avant-postes, il joue les présidentiables, il joue ceux qui peuvent gouverner. Et ça dit quelque chose, les amis. Parce que quand tu n'es pas au pouvoir, quand tu n'es pas aux manettes, t'es en train déjà de mettre de l'eau dans ton vin alors que t'as pas de responsabilité. Et que tu dois prouver aussi à tes électeurs et à ceux que tu veux qu'ils t'élisent et que tu es en train d'en fait mettre de l'eau dans ton vin, ça dit quelque chose, les amis, de quel comportement tu auras demain lorsque tu seras réellement aux manettes. Si déjà tu cherches à nous plaire alors que tu n'es à rien, tu n'es ni un gouvernement, ni ministre, ni rien du tout, tu essayes déjà de nous plaire, qu'est-ce que tu feras demain si tu arrives à avoir le pouvoir? Et ça a toujours été ça l'histoire, les amis, des trahisons de la gauche, que ça soit de Mitterrand, en passant par Allende, Syriza, Podemos, etc. C'est systématiquement le fait d'avoir comme seul débouché une stratégie institutionnelle, de réforme graduelle, etc., de gestion des affaires communes de l'État bourgeois, fait qu'à un moment donné, tu finis par trahir. Parce que quand tu as voulu plaire aux gens, demain, quand tu seras aux manettes, quand c'est Bernard Arnault, quand c'est Martin qui vont venir te mettre des coups de pression ou te dire mon coco, soit tu recules sur ça, soit t'as vu l'usine PSA, t'as vu l'usine machin, on va aller la délocaliser, on va te mettre 10 000 ouvriers au chômage dans les semaines qui suivent. C'est comme ça aussi que ça fonctionne. C'est ça les pressions. Je donne juste un exemple, les amis. C'est un film dont je parle énormément. C'est La bataille du Chili de Patricio Guzman. D'accord? La bataille du Chili, les amis, contre Allende, la CIA, elle finançait les patrons. D'accord, les patrons des transports du Chili. Les patrons étaient en grève. Ils étaient en grève contre les mesures de Allende, qui n'étaient pas des mesures marxistes révolutionnaires, c'était des mesures de gauche, on peut dire plutôt radicales.
de volonté d'essayer d'aider les travailleurs, d'aider les classes populaires, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais vous voyez que la radicalité du patron, soutenue par la CIA et le gouvernement des États-Unis, faisait que la CIA, elle finançait le MEDEF chilien pour organiser des grèves de patrons. C'est-à-dire qu'il y avait des grèves pendant des mois pour empêcher que les travailleurs puissent prendre les transports. C'est ça aussi le comportement. C'est les délocalisations. Un autre exemple plus récent qui est dans les mémoires, si tu te souviens aussi GG, c'est quand les Grecs ils arrivaient plus à tirer de l'oseille dans les banques et que les gens ils pleuraient, ils disaient je suis venu pour retirer 50 €, on m'explique que il y a plus d'argent dans la banque, etc., que c'était la panique. Ça, les amis, la bourgeoisie, le patronat, le patron de la BNP, le patron de la Poste, de Carrefour, de LVMH, de Stellantis, etc., le jour où ça sera un gouvernement de gauche qui va leur expliquer moi je vais te faire les poches, moi je vais te faire machin, et que toi tu dis toi t'es contre les barricades, t'es pour la passivité, c'est ça qui va se passer. Et pourquoi ça va se passer? Parce que déjà aujourd'hui quand tu n'es pas au pouvoir, t'es déjà en train de montrer que tu mets déjà beaucoup d'eau dans ton vin. Vas-y GG, pardon. Non, t'inquiète, tu satures, ils disent encore dans le chat. Désolé de saturer. Que maintenant ils disent des trucs plus précis. En fait, chez Lex, je le connais pas, mais il est précis. Hein. Il a dit un filtre limiteur sur OBS. Faut que tu installes. Ouais, mais Lex, après, Lex, il stream tous les jours, frère. Je sais pas qui c'est. Moi, je suis tout nouveau sur Twitch. On est des intermittents du spectacle, nous. on va se lancer cette année. Non, il a dit un autre truc. En fait, moi, je voulais réagir à un autre truc qu'il a dit. Parce que j'ai pensé la même chose quand j'ai regardé le débat. Il a dit j'ai bossé plus d'heures en intérim et dans des boulots physiques que lui dans toute sa vie. Et il parlait de Roussel. Mais en fait, c'était tous. Genre sur le plateau, moi je regardais le plateau, je disais mais qui a déjà bossé? Genre sur le plateau. Parce que tu sais, t'as vu, il parle que du travail. Que du travail. Il faut la France au travail, le travail, les travailleurs. Mais qui a déjà bossé? Personne. Ni le public, parce que c'est des patrons, ni eux, parce que c'est des politiciens bourgeois depuis toujours. Et c'est un truc de ouf. C'est lié à la crise démocratique, à ce qu'on discute depuis le début. Bon, maintenant, il y a plus de monde que tout à l'heure, mais on a des briefs le 10 septembre, le 18, la rentrée, etc. Est-ce qu'on a dit, pour résumer rapidement, pour ceux qui n'étaient pas là? On s'écoute quand même un mot de ton Delis. Ah ouais, toi, tu m'as coupé dans mon élan. Moi, j'étais en train de... Pardon. J'allais partir sur une dinguerie, là. Ah, vas-y, pardon. Non, mais juste parce que ceux qui sont arrivés, ils savent pas qu'on a discuté un peu du 10 et du 18, de la rentrée, tout ça. Donc je voulais leur résumer vite fait. Sur le YouTube de Révolution Permanente. On va mettre le stream complet sur le YouTube de RP, vous inquiétez pas. Voilà, allez voir. Après, je sais pas, moi qui débriefe, parce que j'ai regardé un peu... tout à l'heure, peut-être il y avait un petit coup de... En fait, il faudrait retrouver protectionnisme solidaire quand il a dit Bompard. Bah attends. Ou sinon, EELV, je sais pas. Allez, je te mets un dernier Bompard. Un dernier Bompard Rotaillot. Un dernier Bompard Rotaillot. Modèle social de manière générale. Mais après, si on veut être honnête dans le débat public... Vous aviez une question, Manuel Bompard, à Bruno Retailleau. Oui, non, c'était juste une question, puisque évidemment, c'est facile de dire on va faire des politiques qui vont réduire les recettes de la protection sociale, de l'assurance maladie, du modèle social de manière générale. Mais après, si on veut être honnête dans le débat public, on doit dire une fois qu'on a réduit les recettes du modèle social, de l'assurance maladie, du système des retraites, on doit dire quelles sont les dépenses qu'on va réduire. Donc quelle est la proposition sur ce sujet? C'est-à-dire une fois que vous avez augmenté encore les dispositifs d'exonération de cotisation et donc il y aura moins d'argent pour venir financer le modèle social, vous devez nous dire est-ce que c'est dans la santé, est-ce que c'est dans les retraites que vous allez aller couper pour qu'à la fin ça coûte moins cher, sinon vous créez du déficit de la sécurité sociale. Ce que vous avez pas entendu, je ferai dans quelques jours un point très précis sur les économies que nous allons proposer dans le plan du Premier ministre. Et il est chaud au fait de Rotaillot, hein. Rotaillot, tu vois qu'il est à balle, il se prépare pour 2027. Hein. Il est chaud bouillant. C'est pour ça que de toute façon, il s'en bat les steaks de la manière dont il parle de Macron, parce qu'il sait que de toute façon, il y va. C'est d'ailleurs bizarre que Macron, il l'ait remis. Allez, on se fait tondelier, histoire d'avoir un peu d'écologie.
Madame sympa, fille d'agriculteur. En fait, il suffit de créer de la richesse. Non. Moi, je ne crois pas dans la fable du ruissellement. Et ça fait des dizaines, voire même plus que ça, d'années qu'on sert. Si les riches sont plus riches, ça ruisselle. Le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure sur les riches qui sont certes plus riches, mais les pauvres qui n'ont jamais été aussi pauvres, sur vos propositions montre sur le travail. que ça ne marche pas. Sur mes propositions sur le travail, premièrement, ça a été dit tout à l'heure, et vous savez, je l'ai lu aussi dans le Figaro à propos de vos rencontres. Tout le monde voit bien que ce qui a tiré la croissance depuis maintenant, depuis la dissolution, c'est la consommation. Et donc pour ceux qui ont les yeux rivés sur l'indicateur de la croissance, vous voyez bien que c'est la consommation qui la tient debout malgré tout aujourd'hui, et que du coup, on voit bien que l'argent qui est mis en augmentant les salaires, lui, il ruisselle. Et Déjà, c'est assez ouf, mec. Hein. C'est les écolos qui généralement se disent plutôt décroissants. Elle est pour plus de consommation. bénéficie à toute l'économie. Vous dire aussi qu'on ne peut pas avoir de réflexion sur le travail sans penser à ce monde qui change et au climat qui devient de plus en plus invivable, et qu'il va falloir aussi qu'on se mette autour d'une table pour travailler des conditions de travail dans ce monde qui change, dans des secteurs comme le BTP où on atteint maintenant l'été parfois des températures où on peut plus travailler en réalité. Donc comment on prend ça en charge pour les entreprises, pour les travailleurs, c'est un sujet que les écologistes vous proposent de travailler. Le temps de travail aussi, on n'est pas d'accord là-dessus, mais je le dis quand même. J'ai retrouvé d'ailleurs des caricatures de l'époque du Front populaire où les affiches contre le Front populaire montraient un travailleur complètement écrasé par une roue et c'était écrit misère, chômage, etc. Et le grand coupable, c'était écrit sur la roue, c'était la semaine de 40 heures qui vraiment allait tuer tout le monde dans le pays. Bon, finalement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça paraît... Je pense que le travail aujourd'hui, il faut plus le partager, et le chiffre a été donné tout à l'heure. Enfin, moi, en gros, je pense pas qu'il faut supprimer les jours fériés. D'ailleurs, ça a été, je pense, même les chefs d'entreprise ont été un peu effarés par cette sur proposition. Le nombre d'heures par semaine. Et sur le nombre je dis juste que sur le nombre d'heures par semaine, quand on est passé à la semaine de 40 heures, le patronat de l'époque disait oui, mais 40 heures, c'est pas possible. Oui, moi je pense qu'on doit distribuer mieux le travail, puisque les chiffres sont clairs. Dernier trimestre 2024, 2,9 millions de chômeurs catégorie A, c'est-à-dire les chômeurs qui sont entièrement au chômage, 5,2 millions de chômeurs en comptant le chômage partiel. Vous n'avez pas répondu à ma question. C'est parce que je finis ma phrase. Et donc, quand il y a 5,2 millions de chômeurs et 480 000 emplois vacants, 420 000 emplois vacants, et que d'ailleurs la solution de M. Attal, c'est de dire s'il y a des emplois vacants, il faut radier plus de gens, il faut rigidifier l'assurance chômage. Enfin, vous voyez bien qu'il y a quand même une grosse part de chômage frictionnel, et que 35 heures, 30 heures, 32 heures. Mais ça dépend des secteurs. C'est un sujet qu'il faut discuter en tout cas. Et là, on ne le discute plus alors qu'il y a beaucoup trop de chômage par rapport au nombre d'emplois vacants. Et puisque ça, c'est fou comment vous avez vu comment il bégaye, frère. Moi, j'applaudis Apolline de Malherbe. Elle doit péter un câble elle aussi. Moi, je trouve que c'est incroyable. Autant on peut faire des reproches aux journalistes, mais je trouve que t'as une journaliste qui te tend des perches de malade, elle te pose des questions précises, et tu vois comment en réalité les gens ils sont même pas capables de... Et après ils viennent te faire de la SMR pendant les élections, quoi. Retraite à 60 ans. Ce que je voulais dire aussi, c'est que j'entends avec ses lois sur l'immigration. Après, il y a d'autres... Franchement... Moi, je veux juste voir quand elle dit l'immigration. Quand elle dit l'immigration, là. Il y a une loi sur l'immigration. C'est le sujet sur lequel on légifère le plus. Regarde. Mais moi, j'ai lu le rapport du MEDEF qui dit que d'ici 2050, l'économie française aura besoin de 3,6 millions de travailleurs étrangers. Et au rythme où Monsieur Retailleau mène ses politiques xénophobes, je ne sais pas comment nous ferons. Est-ce que je voulais finir... Voilà. On peut s'arrêter là, les amis. Donc le MEDEF a dit qu'ils vont avoir besoin de 3,6 millions d'étrangers. Elle a besoin, c'est l'immigration pour servir le patronat. C'est incroyable, quoi. C'est bien les immigrés pour pour bosser. Par contre, sinon on n'a pas besoin, quoi. Il faut qu'ils restent de l'autre côté. C'était une position, d'ailleurs, la position de Sophie Binet. Hein. Sophie Binet, elle avait dit quasiment la même chose, quoi. Que ça crée des richesses, que ça rapporte plus. C'est fou quand même. Hein. Ouais. Mais il y a des passages, là on les a pas vus, mais il y a un passage qui est plus frappant encore sur... Vraiment, je fais un petit tacle au passage aux gens décoloniaux et antiracistes, etc., que je peux entendre parfois sans citer de nom en particulier, parce qu'il y en a plusieurs comme ça, mais de gens qui se disent décoloniaux, antiracistes, et qui après, au moment des élections, ils appellent à voter pour Nouveau Front Populaire. Ils votent aussi pour ça, pour des gens qui considèrent que l'immigration, c'est de la chair à patron. C'est là pour faire tourner la boutique. C'est là pour produire. C'est pas là pour autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et que quand toi, en tant que décolonial, en tant qu'antiraciste, en tant que racisé, tu fais la promotion de ces gens-là, t'es incohérent et t'es inconséquent vis-à-vis de tout le combat et vis-à-vis de tout le discours que tu as le reste de l'année. Parce que ça sert à rien de dire aux gens la gauche blanche, la gauche verte fluo, la gauche jaune fluo, si derrière, au final, tu finis par dire aux gens d'aller voter pour ça. D'accord? Ça, c'est de la flûte de Pan.
Il faut arrêter de jouer de la flûte de Pan aux gens, d'aller leur dire agagaga, gauche blanche, agagaga, on nous braque, on nous vole nos trucs, on nous laisse pas nos espaces, les premiers concernés, les derniers concernés, les avant-derniers concernés, etc. Mais après, tu leur dis, allez voter Nouveau Front Populaire, allez voter pour Marine Tondelier, qui elle considère les immigrés pour de la chair à patron. Et l'autre qui est en train de te dire cocorico, la France des travailleurs et des bâtisseurs et de je sais pas quoi. Ça, c'est problématique, les amis. Ça, c'est problématique. Et nous, on est là pour débattre aussi, il n'y a pas de problème. On peut mener des fronts communs, on peut mener plein de batailles ensemble, mais... Pardon, excusez-moi. Ça allait quand je suis loin, ça va. Quand je suis loin, ça va. Ouais. Mais je veux dire par là, on est là pour parler franchement aussi. Et que je pense que c'est dans ces moments-là qu'on doit se parler franchement. Et qu'on peut avoir plein d'accords, plein de positions, et on luttera ensemble, et on peut avoir plein de principes démocratiques, plein de principes de solidarité et de fraternité. C'est pas un problème, mais on doit discuter politiquement sur le fond. Et que je trouve que c'est problématique, les amis, lorsqu'on se revendique décoloniaux, antiracistes, etc., et qu'au final, la seule salade qu'on vend d'une élection à l'autre, c'est d'aller voter pour ces gens-là, qui en réalité font tout l'inverse de ce que tu critiques toute l'année. Viennent, disent... les patrons, vous avez besoin de 3,6 millions, mais à cause de l'autre salopard là, vous n'allez pas les avoir, vos immigrés. Hein. Elle aurait pu dire ça, elle le dit quasiment. À cause de l'autre là-bas, là, hein, l'autre là qui chasse les gens dont vous avez besoin pour tourner vos entreprises là, à cause de l'autre, arrêtez de voter pour lui, hein, parce qu'il vous empêche d'avoir vos immigrés pour faire tourner vos entreprises. Et moi, le décolonial, moi l'antiraciste, moi le racisé, je vais aller dire ça c'est ma meilleure solution pour l'avenir. Faut arrêter de prendre les gens pour des teubés, sérieux. Arrêtez de prendre les gens pour des teubés. Excusez-moi, je remets juste cette passage-là parce que parfois on écoute mal et je pense qu'il faut écouter même jusqu'à la fin quand elle dit avec les politiques de Retailleau. L'économie française aura besoin de 3,6 millions de travailleurs étrangers et au rythme où monsieur Retailleau mène ses politiques xénophobes, je ne sais pas comment nous ferons. Est-ce que je voulais... Comment on fera pour avoir 3,6 millions de travailleurs étrangers? Ils nous empêchent de les avoir. Incroyable. Qu'est-ce que tu as à dire sur ça, GG? J'ai rien à dire, frère. Je suis en train de m'endormir, là. Toi, le blanc. Moi, déjà, moi, je fais partie de la gauche blanche, donc je ne m'exprimerai pas sur ce sujet. Toi, le white, là. Hein? Le white boss, frère. El Blanco, comme on m'appelle à l'usine. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ça? Rien, je te jure, je peux m'endormir pour tout là. Ouais. Non mais bon, on peut faire une petite conclusion si tu veux faire une petite conclusion. Mon cerveau il a switché totalement en fait. Ouais. J'explique, j'ai lu le chat, j'ai rien écouté, voilà. On a tenu plus longtemps que Donald Trump dans son discours. Je te jure. D'accord. Il s'est vanté d'avoir tenu 3 heures, ça fait plus que 3 heures qu'on est là. Moi en conclusion. Le bof comme Boutelja, ouais. En conclusion, je dirais. Il faut absolument qu'on prépare le 10. Bon, de toute façon, on va refaire d'autres réacts, on va faire plein d'autres... Il y a des émissions, les amis, les émissions de RP reviennent. Ça va être lourd cette année, d'accord? On a plein de surprises. Vous allez péter un câble, j'en dis pas plus, mais vous allez voir, on prépare une rentrée chaud. Et donc, on va essayer de refaire plein de réacts avec GG, avec d'autres, etc. en fonction de ce qui se passe. Mais moi, je voudrais simplement dire en conclusion que pour moi, ce stream ce soir... il permettait de montrer la réalité de la colère sociale qui existe et le comportement, d'une part, des organisations syndicales, d'accord, l'attitude de la bureaucratie syndicale autour du 18, et de l'autre côté, l'attitude des politiciens de gauche, de la gauche institutionnelle, qui, au même moment, sont en train de débattre de solutions pour l'avenir du patronat de ce pays-là. Et ça dit quelque chose en fait, les amis. Et que surtout, il ne faut pas qu'on soit pieds et poings liés par les stratégies de la bureaucratie syndicale et par les stratégies de la gauche institutionnelle. Parce que l'un veut uniquement dynamiter la colère pour faire en sorte que ça soit eux qui se posent en... collaborateurs et en négociateurs privilégiés. Les amis, je rappelle une chose, c'est que la bureaucratie syndicale, on les appelle les corps intermédiaires, d'accord? Les corps intermédiaires entre qui et qui, d'accord?
Ils sont intermédiaires entre qui et qui. Quand tu es un corps intermédiaire, tu es un intermédiaire entre quelque chose et d'en bas et quelque chose d'en haut. Ok ? Et donc, ils veulent continuer à jouer leur rôle de corps intermédiaire, de trucs encadrés, d'éviter les explosions de colère, d'éviter la violence, d'éviter la radicalité, etc., etc. Ça, c'est le rôle de la bureaucratie syndicale. Et on l'a montré avec l'attitude de la gauche, mais également le discours de Mélenchon, qui même s'il appelle à lutter pour le 10, dans le même discours, rappelez-vous, il explique aussi que lui, sa stratégie, c'est de faire en sorte que cette colère, elle débouche pacifiquement par une méthode institutionnelle qui est celle du vote électoral. Et que moi, je pense que les amis, dans cette phase-là, qui est un moment de toutes les possibilités, il faut absolument qu'on s'éloigne de ces méthodes-là. Et que je pense qu'il faut absolument lutter pour l'auto-organisation, lutter pour que ça soit la base, ça soit les travailleuses et travailleurs, la jeunesse qui dirige en fait ce mouvement. Il va falloir que ça se décide en assemblée générale. Il va falloir que les revendications, le programme, etc., ils soient imposés par en bas. Ça, c'est primordial et ça doit être notre boussole politique stratégique pour les jours et les semaines qui viennent. Et surtout, ne pas tomber dans ces sirènes-là où en fait ces gens, d'un côté comme de l'autre, ils t'expliquent comment eux, ils vont donner des solutions pour qu'au final, tout se passe bien pour le système. Et je pense que il faut absolument rompre avec la barbarie de ce système qui n'a rien à proposer que des guerres, des crises climatiques, des génocides, etc., etc. Et que je pense que si on a l'occasion de pouvoir arriver dans un mouvement qui commence à peut-être tendre vers un mouvement du type pré-révolutionnaire, voire révolutionnaire, ça serait quelque chose d'incroyable. Je sais pas les amis, je n'ai pas de boule de cristal, ni moi ni GG, mais je citerai simplement je paraphraserai cette phrase de Rosa Luxembourg qui disait que avant qu'elles n'adviennent, les révolutions, elles apparaissent comme impossibles. Et lorsqu'elles sont là, d'accord, elles apparaissent comme inéluctables, d'accord, comme si ça ne pouvait qu'arriver. Donc on peut... Moi, j'ai bon espoir. Je suis militant révolutionnaire, pas pour la bouche, pas révolutionnaire romantique. Je pense qu'il est possible que des conditions soient réunies parce qu'on voit que le système, il est à bout de souffle, qu'ils n'en peuvent plus, qu'il y a beaucoup d'instabilité. Maintenant, ça demande aussi beaucoup de stratégie, beaucoup de clarté, beaucoup d'organisation, de coordination et ça demande aussi des organisations politiques. C'est pour ça, les amis, moi, que je vous invite, si vous partagez le discours, GG et moi, on est militants à Révolution Permanente. Et moi, je vous dis pas ça pour aller vous dire va militer à la France Insoumise ou au Parti communiste. Eux, ils vous diront milite chez nous. C'est grâce à nous, c'est grâce à machin. Bah moi, je me dois de vous dire la même chose. Je pense que si vous êtes d'accord dans tout ce stream avec ce qu'on a dit sur notre logique, sur notre analyse, sur la manière dont on pense que c'est une impasse, ce qui est proposé d'une part par les bureaucraties syndicales ou par la gauche institutionnelle, je pense qu'il faut que vous sautiez le pas et qu'il faut que vous commenciez à vous former à devenir militant révolutionnaire. Et que nous, c'est ça ce qu'on essaye de faire avec RP. On n'est pas juste un média, on n'est pas juste là pour faire des reacts, etc. Nous, les camarades, on espère que demain, on arrivera à détruire ce système-là. D'accord ? Pas pour éviter je sais pas quoi ou quoi que ce soit. Non, on est là pour faire en sorte d'en finir avec la barbarie du système capitaliste. Pas uniquement en France, pas que cocorico, pas que machin, moi le français, je gagne mieux ma vie, et toi le Bangladais, toi le Sri Lankais, toi le Sénégalais, allez tous vous faire foutre, d'accord ? Allez tous vous faire foutre. Moi, cocorico. Moi, cocorico, voilà. Moi, je veux bien manger. Moi, je veux ma gamelle avec Bernard Arnault et Bolloré. Moi, je veux donner de l'argent à Bolloré et Bernard Arnault pour que moi, Jean-François, je graille. Je veux bien graille, je veux avoir une bonne voiture. Le Sénégalais, le Malien, le Polonais, qu'ils aillent tous se faire foutre. Moi, c'est cocorico aujourd'hui. Et ben nous, les amis, on est contre ça, d'accord ? On est contre cette logique-là, qui est une logique d'opposer les travailleuses et travailleurs à travers le monde. Une logique qui est une logique de collaboration de classe. On explique aux patrons, aux pauvres, aux SDF, aux travailleurs de chez Renault qu'il a les intérêts communs avec Bernard Arnault. Et ben nous, on pense qu'on a des intérêts communs avec le travailleur sénégalais qui est exploité par Bolloré. On a des intérêts communs avec le travailleur du Myanmar, de Birmanie, qui est exploité par Total, par le Soudanais, etc., etc. Nos intérêts sont communs avec ces gens-là et ils sont pas communs avec Bolloré, etc. Et que je vous le dis, les amis, si on nous avait donné une valise pleine de billets pour aller à Roland-Garros, cour centrale, derrière Djokovic, pour venir expliquer au patronat à quel point on a quand même des solutions pour leur carnet de commandes, je vous jure sur ma vie que jamais de la vie je serais parti, d'accord ? Jamais de la vie je serais parti, ok ? Et on me paye, d'accord ?
Et je ne serai jamais parti. Et jamais aucun militant d'RP, parce qu'on n'a rien à faire en fait là-dedans. On n'a rien à expliquer à des gens qui vivent de l'exploitation et de la domination de classe. Et moi, je vais aller en plus leur expliquer, j'ai des solutions pour vous, parce que vous, pauvres patrons qui avez fait des records sur records depuis 5 ans, ce sont des dizaines et des dizaines de milliards de bénéfices, records, année après année. Ils se gavent. Je vous donne un exemple et je laisse la parole, le mot de la fin à GG. Orchestra, le patron d'Orchestra, pendant le Covid, il profite d'une loi qui est un effet d'aubaine pour les patrons en fait, c'est-à-dire qu'ils peuvent liquider leur entreprise et la racheter pour 1 euro symbolique, d'accord? Orchestra, le patron, il liquide l'entreprise, 690 millions d'euros de dette, il va devant le tribunal de commerce et il rachète pour 1 euro symbolique son entreprise, c'est-à-dire il a fait liquider 690 millions de dettes. Alexis Mullier, de la famille Mullier, groupe Auchan, d'accord? Alinéa, il fait fermer des dizaines, d'enseignes Alinéa. Il licencie des centaines d'emplois, 400 millions de dettes et il récupère Alinéa 1 euro symbolique. Voilà c'est quoi les politiques de ces gouvernements qui facilitent tout pour les patrons. Et toi, si tu as le malheur d'être malade, si tu as le malheur d'arriver en retard, on te jette comme de la merde. Absence irrégulière, licenciement économique, licenciement pour faute grave, etc., etc. On te lâche pas. Avertissement, blâme avec inscription, etc., etc. D'accord? Il y a une travailleuse de la RATP, au statut de la RATP. Elle se fait droguer par un collègue. Elle dénonce son agresseur et elle finit licenciée de la RATP. C'est ça le visage du patronat. C'est pas que Alexis Mullier et le patron d'Orchestra. C'est aussi les patrons de ces entreprises-là. C'est le patron de InVivo, notre camarade Christian Porta, qui a gagné après bataille contre le patron. 3e groupe européen de l'agroalimentaire du céréal. Patron de Jardiland, de Gamme Vert, etc. Qui va jusqu'à interdire et menacer de fermeture d'usine si notre camarade Christian Porta, il est intégré par les prud'hommes. C'est ça le patronat, les amis. Et d'aller là-dedans pour leur dire, moi j'ai les carnets de commandes, moi les patrons qui souffraient, vous aussi. Vas-y, GG. Yes. Ouais, déjà, bon, c'est une bonne conclusion en fait à ce que tu as dit, mais je vais rajouter quelques mots. Déjà, pour expliquer, parce que tout le monde forcément me suit pas sur mes réseaux ou quoi, abonnez-vous d'ailleurs. Mais moi des fois j'ai le cerveau qui déconnecte. En fait, je suis malade et handicapé quand même assez fortement. Fauteuil roulant et tout, il y en a qui savent parce que je raconte souvent et je le dis là parce que même dans la discussion qu'on a fait sur la situation, le budget et tout ça, vous savez que les malades sont ultra attaqués, d'accord? L'allocation adulte handicapé, la franchise médicale, les médocs, c'est un parcours du combattant. Déjà la maladie en soi, et en plus de devoir l'assumer financièrement, administrativement, etc. Quand tu te fais attaquer comme ça. Alors même que dans les discours, vous savez qu'après dans les discours, ils sont en mode oh là là, les malades bien blancs et bien français, comme on rigolait tout à l'heure, contrairement en fait aux étrangers, à l'AME, aux trans, oh là là, des transitions, vous imaginez, on les paye, alors qu'après les malades, ils ont du mal à se soigner. Bon, bref, vous voyez que dans le discours c'est comme ça, mais ce n'est pas vrai en fait. Ce n'est pas les attaques qu'ils font aux étrangers, aux trans, à tout ce que vous voulez. C'est pas pour que nous, après, les bons malades français, on soit mieux soignés. Nous, on est attaqués. Donc ça, je le dis parce que déjà, sinon, les gens, des fois, ils comprennent pas pourquoi, cerveau est blackout, on est fatigué, etc. Et après, pour dire quelques mots, et juste pour rester un peu sur ça. Moi, je travaillais beaucoup à l'usine, dans des métiers manuels, dans des métiers plutôt masculins. Et en fait, il y a un truc, c'est que la santé, c'est souvent une question secondaire. J'ai remarqué que, en fait, pour les collègues, entre nous et tout, autant sur la question du salaire, on veut nourrir la famille, avoir des bons salaires et tout ça, autant la question de la santé, c'est même valorisé pour un homme ouvrier et tout, d'être un peu dur au mal, d'être un peu solide, voilà, moi je suis dur, voilà, même malade je viens, etc. Et il faut qu'on arrive à rompre fortement avec ça. Vous voyez pas que c'est un truc ultra pro-patronal, ça va dans le sens, en
fait de mettre 6 jours de carence, 7 jours de carence, je sais pas combien de jours de carence. À la fin, tu vas être obligé d'aller tout le temps quand t'es malade, quand il te manque un doigt, quand il te manque une jambe, tu vas devoir aller travailler. Donc, il va falloir qu'on rompe un peu avec cet état d'esprit et qu'on reconnecte avec un minimum de dignité. Je sais pas si parce que là, on a fait une discussion plus stratégique, revendication, etc. Mais aussi, il y a une question à un moment donné, il faut avoir les tripes et la dignité, quoi. Je sais pas, parce que moi, par exemple, j'ai milité. J'ai pas commencé à militer parce que sur un track, j'ai vu que RP, il revendiquait 400 € d'augmentation, alors que les autres, ils revendiquaient 300. Parce qu'en fait, j'avais une volonté, à un moment donné, de m'affronter sérieusement avec les gens qui nous écrasent la tête toute la journée, avec les gens ils ont écrasé mon père, que après qu'il a chopé un cancer, il se faisait encore plus écraser, qu'il était en maladie et il se faisait contrôler. Les gens, ils viennent jusqu'à chez toi pour contrôler si t'es vraiment malade ou t'es pas en train de te fabriquer une extension de ta maison, tu vois. Donc déjà juste ça pour commencer. Et après pour finir quand même, parce que ces conclusions, c'est pas censé être trop long. Moi, le truc, je pense, plus important, c'est que rester très attentif dans la séquence qui va arriver. Il y a une crise politique et une crise sociale en même temps. Tout le monde va vouloir la diviser, la séparer, soit se concentrer sur la crise politique, c'est-à-dire Mélenchon et ses amis, ils vont vouloir surtout que dans les élections, essayer de peser. Et les syndicats, plutôt, ils vont vouloir avoir rien à foutre de la crise politique, mais de surtout avoir des revendications de type syndicalo-syndical. Nous, on est une organisation qui essaye de lier les deux. Ça, c'est le truc plus profond qu'on essaye de défendre, qui essaye de lier les deux. Ça veut dire que la classe ouvrière elle-même, que nous, que Anas, moi, vous qui écoutez, on est capable de faire du syndicalisme et faire de la politique en même temps dans nos propres luttes, de lier les revendications, de s'attaquer au pouvoir de Macron, de la 5e République, de tout ce qui est antidémocratique dans le pays, et en même temps des attaques, disons, sociales. Et dernière chose que j'ai vu dans le chat, et en fait nous on porte une ligne politique, et comme il a dit Anas, on encourage à nous rejoindre, à arrêter de perdre du temps, parce que franchement je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui suivez la France Insoumise, mais à chaque fois qu'on discute avec vous, vous êtes en mode non mais t'as raison, ah oui c'est vrai, non mais c'est clair, non mais oui, et après dans les élections, bon mais quand même, je sais pas, j'ai pas envie de me fâcher avec mes potes ou l'extrême droite arrive, je sais pas trop quoi faire, j'ai un petit peu peur, j'ai pas trop le temps de me poser. Non mais en fait, si comme vous dites, vous êtes des anticapitalistes, vous pensez que oui, c'est que par le rapport de force qu'on va changer les choses, que vous pensez que les grands patrons, c'est pas que Mélenchon il va gagner une élection, il va dire ah ok, chat perché, genre t'as gagné une élection, je te donne les clés de Total et de je sais pas quoi. Si vous, à chaque fois qu'on parle avec vous, j'attends 5 ans. Dans 5 ans. On accepte, c'est le destin. Non, les amis, à chaque fois qu'on parle avec vous, je dis pas tous, mais il y en a beaucoup. À chaque fois qu'on parle avec vous, vous êtes en mode ah oui, c'est vrai, t'as raison. Mais tirez les conclusions jusqu'au bout. Je vous jure que vous êtes en train de perdre du temps dans votre vie. Vous êtes en train de vous raccrocher à des espoirs. Moi, je me rappelle d'un débat, et je finis sur ça. Je me rappelle quand il y a eu Syriza et Podemos, Syriza en Grèce, Podemos en Espagne. Des fois, on se tapait des débats pendant des heures, avec des gens qui étaient à fond sur Syriza et Podemos. À la fin, leur dernier argument, parce qu'à la fin, ils avaient plus d'arguments. Leur dernier argument, c'est oui, mais ils ont redonné de l'espoir. Mais frérot, l'espoir, tu vas mettre dans ton frigo. Enfin, ça se mange l'espoir. Dis-moi si ça se mange. Dis-moi si à Noël tu offres des cadeaux à tes enfants avec de l'espoir. Non. Tu vois, l'espoir, ça amène quoi? Ça amène le désespoir après. Parce que l'espoir, ça veut dire les réformistes, ils te trahissent. Et après, t'es là tout con, tu vois. Parce que je vous jure que c'est vrai. On avait les débats même dans le NPA. À l'époque, on était une tendance dans le NPA. On avait les débats dans le NPA. Le jour où Tsipras, le chef de Syriza, il a voté l'austérité plus rapidement que la droite au pouvoir, oh, tout le monde a fermé sa gueule. C'était pas maintenant on va débattre des bilans ou quoi. Tu sais, tout le monde a fait l'autruche comme ça pour voir, comme si on n'avait jamais parlé. Les amis, par pitié, j'ai vu des gens comme ça fait 13 ans, je milite. Ça fait 13 ans, je vois des gens comme ça qui perdent leur temps et qui après rebaissent la tête. Ah, oui, bon, comme si on n'avait pas parlé. Et après, il y a un nouvel espoir de nouveau Syriza, un nouveau Mélenchon. Bon, donc, et à la base, je voulais répondre à une question du chat. Comment on nous trouve, parce qu'il y a quelqu'un qui disait ça, comment on peut rentrer en contact avec vous, etc. Mais c'est vous nous écrivez sur nos contacts, nos Insta et tout ça. Excuse-moi, GG, mais ce que dit GG, c'est important parce que une des caractéristiques malheureuses du mouvement ouvrier, c'est de pas tirer les bilans.
on passe systématiquement à une autre étape et on passe à autre chose et l'essentiel c'est pas de se diviser et on pense en fait que tirer des bilans, discuter de ce qui a manqué, la lutte d'après c'est diviser, etc., etc. Ça c'est un vrai problème. Vraiment tirer les bilans c'est pour éviter de faire les mêmes erreurs. Je veux dire, je sais pas moi, si tu roules, tu prends une autoroute dans laquelle à un moment donné il y a un gouffre au bout, tu vas pas la reprendre la prochaine fois. Pourquoi dans la lutte ça serait différent? Pourquoi dans la lutte, en fait, on reprendrait les mêmes règles et on continuerait à jouer le même jeu alors que c'est un jeu perdant? Vous voyez ce que je veux dire? C'est une question qui est légitime de se poser. Et on doit tirer les bilans si on va après 30 ans de défaite en défaite. Parce que oui, ce sont des défaites depuis 95. Les grands mouvements appelés par les organisations syndicales, ils ont systématiquement mené à des défaites depuis 1995. Et dernier truc, puisque évidemment nous comme il disait Anas tout à l'heure, on essaie d'intervenir dans la situation, de changer les choses et d'être une vraie force matérielle, d'être une vraie force qui a une influence, change les choses dans la réalité. On s'en fout de nous de faire que du blabla ou être des analystes ou des commentateurs. On n'est pas ça, on est des acteurs de la situation au maximum qu'on peut. On est dans, si je me trompe pas, 25 ou 26 villes en France, donc peut-être dans la vôtre, et vous pouvez contacter, puisqu'il y a quelqu'un qui demandait, soit sur le site internet de Révolution Permanente où il y a un truc nous contacter, un onglet, ou soit même sur l'Insta ou le TikTok ou nos réseaux, disons, de nos personnalités publiques, enfin, ou de Anas ou de moi, etc. Et nous, après, on fait passer, vous nous dites la ville où vous êtes et que vous voulez rencontrer, parce que des fois, vous osez pas. Nous, il y a beaucoup de camarades, on rencontre. En fait, ils nous disaient, ça faisait déjà 1 an ou 2 ans que je vous connaissais, ça m'intéressait et tout, mais j'osais pas parce que je savais pas trop quoi faire. Parce que tous, on est pareil. Enfin, je veux dire, tous, on n'avait pas Anas, il avait pas, moi, j'avais pas. Avant de commencer à militer, on savait pas c'était quoi, militer, tu sais, on pensait que c'était bizarre, c'était une secte. Moi-même, je savais même pas que ça existait au début. Je croyais que j'étais fou. Tu sais, je croyais que j'étais tout seul à penser qu'on peut abattre le capitalisme et tout. Je vous jure, c'est vrai, hein. Et après, j'ai dit, ouais, en fait, ça existe des gens qui sont pour détruire le capitalisme et essayer de construire un autre système et tout. Bref. Contactez-nous et on est de plus en plus nombreux. Je pense qu'on est entre 5 et 600 ou 700 militants, puisqu'on vient de faire une université d'été où on était 700, un peu plus de 700, je crois, qui s'est super bien passé, qui était énorme et tout ça. Donc voilà, vous le savez, je pense, si vous nous suivez, qu'on est en train de beaucoup avancer et tout ça, mais bon, nous, on se construit pas pour nous-mêmes, on s'en fout de construire une organisation. Une organisation, c'est un moyen pour atteindre une fin, et la fin, c'est de combattre ce système, et on essaie de vous présenter une partie ce soir. À bon entendeur, salut, bisous, bonne nuit, je suis en train de serrer là. Ouais, allez, tu peux dire au revoir. Moi, je reste avec le chat 3 secondes. Et je vous propose de finir avec un petit passage de la reprise du travail aux usines Wonder. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est un petit extrait de la grève de 1968, de mai 68. Ce truc-là entre deux mondes, entre la colère des travailleurs qui s'expriment, etc., etc., et les méthodes, les manœuvres de la bureaucratie syndicale, comment elles peuvent exister, même dans des moments de colère, même dans des moments d'irruption comme a été mai 68, et vous voyez en fait comment la bureaucratie syndicale, comme je vous disais, les corps intermédiaires, comment aussi ils servent attendez, excusez-moi, voilà, comment aussi ils servent à faire reprendre le travail, à essayer d'apparaître comme plus raisonnable que les travailleuses et les travailleurs. Et surtout, retenez une chose, faut absolument tirer les bilans des défaites du passé, tirer les bilans des méthodes et des manœuvres de la gauche institutionnelle, de la bureaucratie syndicale, et faire en sorte que cette journée du 10 septembre, et peu importe les autres journées qui viendront, qu'elles doivent appartenir aux travailleuses, aux travailleurs, aux grévistes, aux jeunes, à celles et ceux qui se mobilisent, qui s'organisent, et non pas à des méthodes pour essayer de passiviser, dynamiter les choses et empêcher que la colère elle s'exprime, et que au-delà de cette colère s'exprime la volonté de lutter pour un autre monde, pour un autre système, débarrassé de l'exploitation capitaliste, de la barbarie, de l'oppression. C'est primordial de ressortir de ce stream et de ces quelques minutes avec ça. Bon visionnage les amis, et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne nuit.
Le salaire, le taulier, vous l'avez mis en échec à tous les points. Hein. Bon, on n'a peut-être pas obtenu tout ce que tu pouvais rêver, c'est peut-être vrai. On a rien, on est de semaine à mois de vacances. C'est que t'as mis. C'est engagé, il a reculé. Il a reculé. Mais oui, il a reculé. Il est tellement... Il a reculé, mais ça sera à nous de rester vigilants. La jeune ouvrière a pour interlocuteur 2 membres du bureau local CGT de Saint-Ouen. Alors, tes camarades, tout le monde a décidé de rentrer. Rentre avec... Non, moi je rentrerai pas. Non, je rentrerai pas là-dedans. Ça, je mettrai plus les pieds dans cette tôle, là. Vous rentrez y, vous allez voir quel bordel que c'est. On est dégueulasse jusqu'à là, on est toutes noires, hein, faut le voir, vous. Bien sûr, les bonnes femmes qui sont dans les bureaux, elles s'en foutent, là. Faillotte avec le patron, c'est tout ce qu'elle cherche à faire, de toute façon, alors. On va pas tout résoudre aujourd'hui. On fera y arriver, l'imposer. De toute façon, c'est fini, maintenant, on pourra plus rien avoir. C'est pas vrai, pas avec le patron, avec... Tu disais ça il y a 3 semaines et plus un jour. C'est une étape, c'est pas... oui. C'est pas fini. Tu sais bien ce qu'il a perdu, lui. T'as fait pas pire. C'est pas fini, c'est une étape. Il a dit chez Mondeur, ça sera plus jamais comme avant. Tu vois, moi, il faudra que les travailleurs... On avait dit ça. Ils y veillent. Premièrement, pour le vote, ils ont fait des saloperies. On le sait, on le dénoncera. On le dénoncera, mais on peut pas tout... Bon, ben il faut pas tout avoir d'un seul coup, on peut pas l'avoir tout d'un seul coup, c'est une étape. Maintenant... Il était saboté le vote, oui. Ils ont fait ça à la saloperie, oui. Le vote qui a été fait ici a été dépouillé sans un seul représentant. Oui, d'accord, il y a eu des pressions vis-à-vis du personnel nord-africain. Le patronat a fait dépouiller le vote avec un témoignage sur le palais, il y en aurait par trentaine. C'est une victoire, tu entends. Mais il faut quand même voir, moi je regarde quand même que le patronat, il était amené... Ils ont reculé, ils ont reculé. Le salaire, ils voulaient pas en entendre parler. Il l'augmente de 10%. Les paiements et récupération des jours d'arrêt de travail, le coût des vacances, qui voulait vous faire travailler votre semaine de vacances, il a fallu qu'il recule, 50% de la valeur des heures perdues. Hein, alors il y a encore des trucs à gagner. La réduction du temps de travail, il a admis. Mais pourquoi ils prennent tout le boulot? C'est pour ça les autres. Pour avoir une demi-journée en plus de payer. Hein. Mais non. Oui, tiens. Pas tous les travailleurs. Ça, c'est un mais il y en a pas mal. Les travailleurs qui rentrent aujourd'hui rentrent dans l'unité et bien conscients de ce qu'ils ont fait. Bien conscients de ce qu'ils ont fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre d'ailleurs cette unité. Pas fini. Comment je rentre pas, c'est pas la peine de rentrer, c'est pour... Ils vont être comme ça maintenant. Les représailles. Voilà, exactement, les représailles. Il y aura des représailles. Il y aura des représailles. Imagine-toi sa place, elle vient de gueuler maintenant. Les représailles. Mais représailles. À une seule condition. C'est qu'il y a une section syndicale forte qui veille. Ils en ont une, ils s'en sont donnés. Et ils en ont une. Il y a plus de 200 syndicats maintenant. Eh bien, oui, mais c'est là l'important. Mais c'est là l'important maintenant. Avant, il n'y avait rien chez Mondère. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Maintenant, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent. Et c'est là l'important, et c'est là la victoire, je crois, des travailleurs de chez Mondère. Je crois pas que c'est une victoire. Où est-ce qu'il y a l'échelle mobile? Je crois pas que c'est une victoire. Et c'est là la victoire. On l'a pas la chaîne mobile. Tu l'as, toi? On va l'avoir. Ah oui, on va espérer l'avoir. Pourquoi j'espère? La bulle aussi, je suis pas à la bulle, mais je continue la grève aussi aujourd'hui. Tu comprends? Non, ça viendra pas. Non, ça viendra pas. C'est dans la victoire. Tu ne peux pas avoir d'un seul coup. C'est par étapes que tu arrives. C'est par étapes que tu arrives à une victoire définitive. Mais le patron s'en fout des étapes. Le patron, lui... Mais comment? Le patron s'en fout pas des étapes puisqu'il a reculé. Il a reculé, seulement il n'a pas donné ce qu'il voulait. Ils ont fait une équation dégueulasse. Mais bien sûr. Et maintenant il prendra des mesures, il s'en fout, le syndicat il peut le foutre en l'air s'il veut. Comment? Avec 200? Bah moi je veux. 200 camarades. Il reste plus que 10 employés, alors avec 200. Tu sais le patron que ce soit 200, il manque que c'est le patron. C'est pas vrai. Une section syndicale forte. Une section syndicale forte. Est-ce qu'elle était encore assez mûre? Mais bien sûr. Elle le deviendra beaucoup plus mûre. Demain, il n'y a plus un employé. Exactement. Ils peuvent fermer tout et c'est terminé. Mais si. Non, mais alors vous avez une mauvaise conception. C'est pas une mauvaise conception. Mais si. Je n'en passe. Quelle est la nature des patrons? Ils sont pas prêts à C'est changé la nature des patrons. Que ça soit celui de chef, c'est celui de Vendée. Puisqu'ils ont présenté les trucs de Grenelle. Eh bien, c'est déjà important. C'est déjà important de présenter les trucs de Grenelle. Ça fait depuis le début. Eux, ils estiment que c'est un accord, alors que les syndicats n'estiment que c'est pas un accord. Non, c'est pas un accord. Alors qu'eux, ils estiment que c'est un accord. C'est un accord. Mais non, mais la justement. La direction de chez Mondère là-dessus l'a bien dit. Ils sont très nets là. La direction de chez Mondère l'a présenté. Les syndicats n'ont jamais signé ça. Ah oui, justement, mais eux le présentent et imposent des votes sur les accords de Grenelle.
Et c'est sur ces bases-là Ce qui a été effectué ce matin, c'est sur la reprise ou la non-reprise du travail. Oh ouais, C'était totalement ça a été différent. trompé, ça a été machiné, tout ça. C'est là que ça a Ils ont faussé été les choses. trompés. Mais oui, Oui, on les oui, a vous pouvez me regarder, vous êtes dans les premiers, vous là. Mais il faut savoir dans quelles Vous conditions. pouvez faire une gueule comme ça, hein. Ça va pas, hein. On peut continuer. Silence. On peut comprendre Tu sais que si je ne me retenais pas celui-là là-bas, hein. Il faut savoir juger les choses d'une façon. Je sais que ça va arrêter une grève. Non, il faut savoir. Bon, lorsqu'il considère qu'il y a une augmentation de 10% effective dans l'année, je crois que c'est déjà un pas important qui n'aurait pas été. Le patron qui a les moyens de faire quelque chose. Avec l'augmentation du coût de la vie, ils ont tout en main. Mais ça sera aux travailleurs et non pas au patron de chez Mondaire, mais aux travailleurs d'exiger qu'il y ait pas une chose. Les choses vont se faire, c'est une étape, je dis bien. Aussi. Ce qui se passe, c'est une victoire, voyons. Ah bon, c'est une défaite. C'est une défaite. Mais non, mais quand même, ils rentrent. C'est une défaite. Enfin, Je dis pas que c'est du travail chez Mondaire. Non. Vraiment, n'en parle pas. Vraiment, n'en parle pas. Vraiment. Interroge les travailleurs de chez Mondaire. Les conditions de Les vie. conditions dégueulasses. Ah oui, mais ça, tu le sais pas. Tu ne le sais Si, pas. je le sais, on me l'a Non. dit. Tu m'as pas dit que vous avez des salaires dégueulasses, des conditions de travail dégueulasses. Je le sais. Mais bien sûr. 58 000 francs par mois, non mais. C'est qu'il avait joué ça, lui. Je sais très bien qu'ils gagnent 58 000. Chez Mondaire, il y a de là. Pour se faire soigner, il faut qu'ils attendent une demi-heure, je le sais. C'est dégueulasse. On est noirs, on est des vrais charbonniers quand on sort de là-dedans. On n'a même pas d'eau chaude pour se laver. Bien sûr, ils ont des lavabos, ils ont tout. Nous, c'est dégueulasse chez nous. Ah, franchement. Il faut savoir. C'est juste, Ça va arrêter une grève. Mais là, ça n'est pas le cas. Là, je ne dis rien du tout. Là, ça n'est Tu pas vas le dans les cas. water, tu vas pas vous mettre les pieds. Il faut faire attention. Tu vas dans les water des bureaux, alors là, tu arrives Parce là-dedans. que avec des 500, c'est bon, c'est bien les beaux petits carages blancs, tout ça. Si on a une partie dans ces 500 qui, par exemple, sont ouvertement contre les travailleurs, est-ce que ceux-là, tu dois... Il faudrait davantage discuter avec ceux qui sont encore chez Mondaire. Bah oui, je crois qu'elle discute Elles sont assez. mieux hein. placées. Et j'en dis pas plus qu'elle et ni... T'en dis Puis autre aussi, là. Non, Bah si. tout simplement. Hein, Ils allaient chercher. Ils allaient chercher, c'est juste que... On se laisse marcher sur les pieds, c'est tout ici. C'est faire là. Même pas besoin d'aller aux chiottes, on n'a pas le droit d'aller aux... C'est ça, mon beau. Dans le calme. C'est ça. Je répète, les gens de chez Mondaire, rentrez, reprendre votre travail tranquillement. C'est ça. Une semaine en moins. Et écoute, avec nous, va. Ah non, Ah bah je rentre pas, j'ai pas envie de rentrer d'ailleurs.